Bienvenue, bienvenue au rendez-vous. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est vrai, au rendez-vous. Cette semaine, on va faire un petit récap des débats du moment dans la sphère politique médiatique. Je pense qu'il faut qu'on parle un petit peu de la France insoumise et de ce qu'ils se prennent parce que c'est quand même assez fou et impressionnant en ce moment. Plein de choses à dire là-dessus. Et bien sûr, une rétrospective du règne de Napoléon III. Générique. Ok. On va pas parler de Napoléon III, c'était une blague. Voilà, Oh non, ça peut vous rassurer. je suis trop déçu. Il fallait relancer le drama sur Napoléon et tout. On avait plein de trucs qu'on aurait pu faire à partir de ça. J'avais misé là-dessus, j'avais misé tout le plan business du prochain mois là-dessus. Non, mais déjà, t'as fait un super stream là, de modélisation, de rigging d'un personnage 3D. J'ai vraiment aimé le style de perso que t'as fait. Hein. Bien joué là-dessus. Ouais, j'avais fait un petit dessin en début de semaine. Et ensuite, je voulais le mettre, ce personnage, dans mon jeu. Et vu que mon jeu est en 3D, je me suis dit, bon, je pourrais soit faire plein de artwork à la main, mais ça va un peu clash quand même avec le style 3D. Et finalement, je me suis dit, allez, je tente de le faire en 3D, le personnage. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, un petit sketch, un petit brouillon marche bien en Ouais. dessin en 2D. Et une fois que tu essaies d'en faire un personnage 3D, c'est une catastrophe. Il y a plein de trucs, plein de dessins animés comme ça ils ont essayé de le faire en 3D et Ouais, ouais. t'étais en mode bon. Non, et moi j'aime trop te voir progresser sur les trucs comme ça. Franchement, ça m'inspire. Hein. Tu sais que ton travail, ça me donne trop envie moi-même à un moment de faire un jeu vidéo. À chaque fois, je me dis, attends, en fait, c'est carrément possible, tu vois. Tu peux faire les assets, tu peux faire les persos. Et Ça prend du temps. ça prend énormément de temps, mais franchement, c'est trop inspirant, quoi, hein, de devoir faire Là, tout ça. je travaillais sur des rochers avant ce podcast là. Modéliser un rocher, Ouais. facile, pas facile? Je sais pas, genre Alors, attends. Si tu veux le faire complètement manuellement, ça a l'air super compliqué. Par contre, j'imagine que tu aurais genre des trucs que tu peux faire avec du bruit et tout, peut-être avec Voilà, donc des tu te dis stratégies bon, c'est comme ça. faisable quoi. Faire Ouais, ça doit être un faisable. rocher, c'est faisable. Maintenant, c'est pour un jeu. Est-ce que tu veux voir tout le temps le même rocher dans le jeu, partout? Ouais, Non. il faut que tu aies une variété d'assets. Du coup, tu fais un petit pack Du de genre coup, 50 rochers créer différents. infini rocher, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a des outils, franchement, il y a des outils open source C'est pour ça que assez les puissants. studios, ils ont des centaines de personnes pour faire ce travail. Et toi, t'es tout seul. Ouais. Bravo. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on parle de GTA 6 un petit peu? Parce que ça, c'était cette semaine. On, on peut en parler, hein. On Ok. peut en parler. On en a déjà parlé en privé, mais en fait, je suis revenu un peu sur ce que j'avais dit. Donc, en privé, en gros, je t'avais dit, ouais, Tu il m'as y a dit, alors rien de il m'a dit, nouveau, c'est franchement, le premier truc nul. qu'il m'a dit, c'est je n'ai ressenti zéro hype pour ce trailer. Je ne comprends J'ai tout, pas pourquoi j'ai les gens toujours aiment zéro ça. hype. J'ai toujours zéro hype. Aucune hype. Voilà, t'étais genre à 0% enthousiasmé par ce J'ai trailer. toujours aucun enthousiasme pour ce jeu pour le moment. D'accord, donc Au t'es pas moment revenu où on sur cet parle. aspect-là de ton avis dessus, mais qu'est-ce qui... Non, Ok. je suis revenu sur. Je t'avais dit les graphismes, il n'y a rien. Je suis revenu un peu là-dessus quand même. Faut pas exagérer non plus, il n'y a pas rien sur les graphismes. Les graphismes sont euh, au niveau de ce qu'on se rappelle que les graphismes de GTA V étaient. Attends, Mais si tu ils sont compares pas mieux que aujourd'hui, GTA 5 selon toi? non, écoute bien, c'est pas ça que j'ai dit. Hein. Faut bien que tu écoutes ce que j'ai dit. Au niveau Ils sont au de... niveau de ce qu'on pensait à l'époque que les graphismes de GTA V étaient. Quoi? Ça veut dire quoi ça? Tu vois, dans la perception, quand on est Ouais, passé du 4 au 5, là c'est la même dans la perception de la qualité graphique. mais tu connais pas cet effet que quand tu joues un jeu, la mémoire que t'en as avec le temps qui passe, vu qu'il y a ton imaginaire par-dessus, Zelda Ocarina of Time, moi, la mémoire que j'en ai, c'est littéralement les artworks de l'époque. C'est pas du tout les polygones. Genre, j'ai aucun. À l'époque, quand j'ai revu Ouais. les polygones, je me dis, attends, non, Non, t'as c'était grave pas si raison. Genre, moi je me dégueulasse. souviens, quand j'ai joué à... le souvenir que j'ai d'avoir joué à Code 4 Modern Warfare 1 pour la première fois, j'avais juste l'impression que c'était genre le truc le plus photoréaliste
est incroyable. Et quand tu le regardes aujourd'hui par rapport à ce qu'on fait, bon, ça a juste l'air désastreux, mais ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Donc t'es pas du tout hypé. GTA 6, ça y est, on a attendu 10 ans pour avoir un GTA. Toi, tu vois le trailer, t'es Attends, pas hypé. attends, Moi, tu peux attendre 2 ans déjà de plus. oui, c'est vrai qu'il y a encore 2 ans. Mais non, franchement, moi, tout ce que je veux dans ce GTA, s'il y a ça dedans, je suis presque prêt à acheter une console juste pour l'avoir. Ce que je veux, c'est un meilleur système de police. En fait, moi, mon truc préféré dans GTA, comme genre, je pense 80% des gens, c'est juste foutre la merde, qu'il y ait les flics qui arrivent et juste faire des courses-poursuites, genre légendaires, 5 étoiles, tout ça. Et j'ai l'impression que GTA 5, c'était un recul par rapport à GTA 4 sur la qualité de l'IA de la police, en fait. Parce que, tu sais, tu fais un truc et t'as immédiatement, genre, énormément de police qui arrivent. Ils spawnent comme ça à des endroits random. Il n'y a même pas besoin qu'il y ait des témoins qui voient directement les crimes que tu es en train de commettre. Et moi, je pense, notamment avec les avancées technologiques actuelles, normalement, tu pourrais faire un système où chaque NPC, en fait, un peu son propre fonctionnement, son propre cerveau, peut voir ou ne pas voir ce que tu fais, peut appeler la police. Tu sais, dans GTA 4, je sais plus s'il y avait ça dans le 5, mais dans le 4, quelqu'un te voyait en train de commettre un crime, il sortait son portable pour appeler les flics, et si tu arrivais à faire en sorte que l'appel n'ait pas lieu, la police venait pas. Et je pense pas qu'il y avait ça dans le 5. C'est des trucs comme ça, tu vois, moi j'aimerais bien que dans le 6, ils aillent plus dans cette direction-là de rendre vraiment toutes les interactions avec la police beaucoup plus réalistes et plus complexes, tu vois, plus détaillées, et qu'on puisse faire des courses-poursuites avec plus de complexité, quoi, plus de... Voilà. Je sais pas trop comment exprimer ça, mais moi en fait, c'est mon fantasme. Ça a toujours été un jeu. Tu dois t'échapper et t'as genre 400 000 flics qui te poursuivent, des hélicos, des trucs comme ça. Moi, c'est mon... Je sais pas. Juste pour qu'on comprenne l'intérêt culturel que ça représente de GTA, la vidéo du trailer a fait 100 millions de vues dans les premières 24 heures. Ça y est, ça sent... Non, en 24 heures, 100 millions. En 24 heures, 100 millions de vues. What? T'as vu qu'il y a des conservateurs qui sont vénères parce qu'il y a une meuf en personnage principal? Non, ils l'ont fait ça? Ouais. Qu'ils arrêtent. J'ai pas vu des conservateurs Ça devient français, j'ai pas vu les réacs français le faire, mais les Américains, ouais, il y a des droitards américains qui ont, qui ont hurlé. Pour rebondir sur ce que tu as dit, justement, moi, dans ce trailer-là, d'un point de vue technique, il n'y a pas énormément de choses qui m'ont impressionné. Et pour le moment, je suis pas hypé parce que au niveau du gameplay, en fait, moi, ça m'intéresse pas vraiment dans GTA la vibe. C'est-à-dire que Ouais. le Une sorte de fait d'être un caricature de la gangster à société New York moderne, dans ouais. GTA 4 ou d'être un ancien mafieux qui travaille maintenant pour la CIA dans le 5, en fait, je m'en fiche de l'histoire, vraiment. C'est le genre de scénario qui m'intéresse le moins d'habitude dans les œuvres, genre dans les films et tout. Ça m'intéresse vraiment pas, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la simulation. Et là, je le trouve, c'est au stade d'œuvre d'art, hein, à chaque fois qu'ils sortent des jeux de simulation, que ce soit Non, c'est incroyable. Red Dead Redemption ou GTA. Mais œuvre d'art, mais malheureusement un peu trop biaisée du fait de quel type d'action tu vas réaliser dans le jeu. C'est-à-dire que bien sûr que ce sera beaucoup plus détaillé les poursuites avec la police que des interactions avec des passants, tu vois. Donc, Ouais, ce qui oui. fait que tu peux pas avoir des interactions. Il y a très peu de cas de figure où tu peux avoir des interactions normales, en fait, puisque tout est fait en partant du principe que tu vas voler une voiture et foutre le bordel dans la ville. Après, t'as vu les gens qui Cette essayent partie-là de la simulation de, qui essaie de faire, conduire ouais, de normalement. conduire sans violer aucune loi, de conduire parfaitement, de faire tout le tour de la map. C'était marrant aussi ça. Non, mais toi, t'avais dit que le leap technologique que t'aimerais voir dans le 6, ça serait qu'on puisse rentrer dans tous les bâtiments, dans tous les intérieurs, qu'ils aient modélisé genre tous les intérieurs de tous les bâtiments. Alors, Parce que, c'est un truc qui pourrait hyper. ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc où tu pourrais dire, ah ouais, ils sont allés jusque. Genre, c'est ça la nouveauté technique. Parce que ouais. qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme nouveauté technique impressionnante? Il pourrait y avoir, par exemple, que chaque personnage ait une vie et que ce soit pas juste des NPC. C'est-à-dire que si tu commences à suivre un personnage, au fur et à mesure, les actions du personnage sont crédibles, par exemple, tu vois. Ouais.
tant qu'il n'y aura pas un truc comme ça, un truc qui semble irréalisable jusqu'à maintenant, qui disent, bah voilà, ça on a réussi à le faire, je serais pas hyper hypé parce que honnêtement, si c'est juste le meilleur jeu avec une meilleure définition, franchement, au niveau graphique, moi, j'ai pas plus d'attente que ce qu'on a déjà actuellement en vrai. Hein. Ouais. De ce qu'on a vu, en effet, t'as raison, ça a l'air d'être un GTA V un peu Et j'en ai amélioré. marre, Apparemment, j'en ai marre aussi, j'en ai marre de la vibe. Oh, regardez, ils sont tous fous. Oui, Et Florida c'est une Man. Ils ont société ils ont décadente. juste pris le concept Florida Man, le même Florida Man d'il y a. Genre, ça fait 10 ans que c'est un mème et tout le trailer se base là-dessus. Ouais, bon, j'avoue que. Je pense que j'ai quand même peut-être eu une petite déception un peu comme toi. Je pense pas que j'ai eu. Pour le moment, je suis pas déçu parce que c'est un trailer. Oui, c'est genre Le premier trailer, il teaser, n'y a pas eu de gameplay. on À a mon vu avis, aucun c'est gameplay, ouais. 90% de cinématique dans le trailer là qu'on a vu. Mais ils ont pas Tu vois ce que je veux donné de détails sur le gameplay. Ils ont pas annoncé des choses, J'ai pas etc. Ils ont juste vu balancé cette plus d'infos vidéo. que ça. J'ai pas vu plus d'infos que ça. Et le jeu sort dans 2 ans, donc je Ouais. pense, voilà, on a fait un petit point pour en parler. Bon, on en reparlera dans 2 ans. Quand on aura des infos, ou peut-être un peu avant la sortie, mais bon. Putain, c'est tellement long l'attente. Le GTA V, quand il est sorti, ça a été l'œuvre la plus vendue, je crois, de l'humanité dès sa sortie, tu sais, genre le jour de sa sortie. Ouais. Et bien sûr, c'est un monument culturel. C'est-à-dire que tu peux critiquer le truc, mais il faut rester au fait de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que c'est. Donc c'est important c'est d'en ça. parler, de regarder ce que c'est. Beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de discours à la sortie du truc expliquant que GTA a toujours été un moyen de critiquer la société américaine avec Ouais, en des caricaturant à fond les aspects les plus exactement. toxiques, les Et aspects je les suis plus extrêmes. désolé sur ce point-là, je vais être obligé de dire faites très attention parce que T'es pas d'accord avec ça, toi? c'est sous couvert de critiquer qu'ils se permettent beaucoup de choses dedans. Mais Wolf Mais of Wall Street, ça critiquait Wall Street et je suis désolé, la culture. 98% des gens qui jouent à GTA, c'est pour voir une glorification des choses qui sont censées être critiquées. Je suis désolé. C'est pour activement tuer des gens, machin et tout. Et c'est pas grave, genre assumons-le que c'est une simulation de ça et qu'il y a des gens qui trouvent cathartique de faire ça dans un jeu, c'est cool, pourquoi pas. Mais faisons pas genre, oui, c'est une critique des gens qui volent les voitures et qui... C'est une critique approfondie. Non, après, il y a certains trucs. Je pense que là-dedans, le truc de voler des voitures, non, bien sûr que non. Par contre, dans le 5, là, t'avais une radio où c'était genre un sort de talk show conservateur, genre Fox News, tu vois, Alex Jones. Et là, c'est vraiment genre une parodie des médias mainstream américains ou des médias conservateurs, extrémistes américains, où t'as des pubs comme ça qui vont être genre des parodies. Donc je dirais il y a certains aspects, mais après globalement, oui, tu peux pas vraiment dire que c'est une œuvre ultra critique de bout en bout, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon. Après, vu le temps de développement, est-ce que les critiques vont se porter sur des trucs qui sont complètement dépassés maintenant? Oui, j'avoue. Est-ce qu'on va voir genre des hand spinners dans la rue, les gens tiennent des hand spinners? Oh non. On va avoir genre des danses TikTok de 2015. Parce que c'était 2013. GTA 5, donc même 2015. Non, après, ils ont dû commencer le développement après Red Dead 2, donc je sais plus, c'était 2018, je sais plus. Est-ce que ce serait pas sympa de pouvoir avoir une interaction normale avec les flics dans GTA 6, genre tu grilles un feu rouge, il te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, il sort, il te donne une amende, et il repart. Genre, Oui. Par contre, tu dois vraiment attendre, tu sais, il vient genre super lentement oui. à ta voiture, tu dois vraiment être super patient. Et tout le challenge, Bon, je vais si tu chercher veux le que numéro de l'interaction votre se passe voiture et bien, tout, tu sais. ouais, si tu veux que l'interaction se passe bien, tu dois premier degré genre attendre, il te parle de façon hyper irrespectueuse et tu dois ne pas t'énerver. C'est ça le challenge en fait du jeu, tu sais. Il va chercher le numéro de ta plaque sur son ordi pourri pendant Oui, ça 3 prend heures. 200 ans. Mais c'est une voiture volée que vous... Oui. Ou alors, mais vous êtes recherché pour le meurtre de 830 personnes? Moi, je veux des trucs plus réalistes globalement. Où tu te dis, waouh, c'est fou, ils sont allés dans ce niveau-là de détails, Ouais, de enfin, fonctionnement. dans ce cas-là, tu joues plus jamais. C'est-à-dire, tu lances le GTA, tu te fais arrêter une fois, tu restes en prison pour 4 ans. C'est ça que je veux en fait. Je veux Parce que l'expérience. quand tu te fais arrêter, là, t'as une d'être caution dans de le système $200 et carcéral, le complexe prisonnier américain. Je veux l'expérience intégrale. Bref, faudrait pouvoir renverser le capitalisme dans le jeu. Ouais, ça serait bien aussi, ouais. Bon, bref.
Alors, petit détail avant de continuer, vous pouvez poser des questions parce que pendant un segment questions-réponses à la fin de cette émission, nous répondons à toutes les questions qui sont posées, à la condition de faire un petit don pour soutenir l'émission. Donc n'hésitez pas à faire un petit don Posez-nous vos à poser questions les votre plus question. folles. Le rendez-nous.fr ou alors, si vous êtes dans le chat actuellement, il y a un lien qui s'affiche. Alors, moi, je voulais revenir un petit peu sur les folies qu'il y a eu cette semaine dans le discours Vas-y. politique mainstream. Est-ce que tu as suivi un petit peu tout le drama avec la France Insoumise, Ruth Krief et toutes ces choses? Pas plus que ce que tu m'as raconté. Ça tombe bien, ça tombe bien. Vas-y. Tout a commencé avec une interview de Manuel Bompard, il y a environ une semaine. Il est face à Ruth Krief. Elle pose une question, entre guillemets, en présentant les choses comme un tas de médias l'ont fait, en déformant pas mal la position de la France Insoumise, en disant vous avez refusé de critiquer à juste hauteur les attaques du Hamas du 7 octobre. Vous n'avez aucune empathie pour les victimes du Hamas et pour les femmes victimes de violences sexuelles aux mains du Hamas. Enfin, ils sont allés tellement loin dans cette présentation. Non seulement ça, sur ce plateau-là, tu avais Ruth Krief qui remettait fortement en cause le terme de génocide, parce que la France Insoumise dit qu'il y a un risque de génocide, et d'ailleurs la France Insoumise est alignée avec les Nations Unies sur la question, ils sont juste en train de répéter ce que disent les rapporteurs des Nations Unies sur ce qui se passe en Palestine. Et Ruth Krief avait l'air de trouver ça scandaleux ou bizarre d'utiliser le terme génocide. Elle disait « Mais pourquoi, monsieur Bompard, vous faites ça ?» etc. Bref, interview lunaire. Bompard a plutôt bien géré, à mon avis. Mm-hmm. Mais ce qui s'est passé juste après, c'est que Mélenchon a tweeté là-dessus. Et en gros, il a accusé Ruth Krief d'islamophobie. Oui, elle a dit que c'était très grave de parler de génocide. Voilà, c'est ça. Il accuse Ruth Krief d'islamophobie et il dit bravo Bompard d'avoir bien défendu la position dans cette interview. Oui. Et là, toute la classe politico-médiatique française, mainstream, s'insurge complètement contre le tweet de Mélenchon, met ça en avant, dit c'est ultra problématique, sous-entend constamment que c'est antisémite. Parfois, ils disent explicitement que ce tweet de Mélenchon est antisémite. Parfois, c'est juste sous-entendu ou sous-entendu que c'est problématique, mais sans trop expliquer pourquoi c'est problématique. Et en fait, s'ensuit des jours et des jours de bashing, presque d'une violence jamais vue contre Mélenchon. Il y a Pascal Praud qui dit qu'il ne faut plus jamais que Mélenchon soit invité dans les médias. Il dit que sur CNews, il ne sera plus invité. Apparemment, Pascal Praud, c'est juste un exemple, mais ils ont tous les éditorialistes mainstream, ils ont tous... Juste pour avoir dit qu'elle était islamophobe. Ouais, attends, je te lis, je peux te lire le tweet si tu veux, j'essaie de le retrouver. Je pense que cette semaine, ça a été probablement la semaine de LFI bashing la plus intense depuis les présidentielles 2022. J'ai pas vu une semaine où il y a eu autant de sorties d'une telle violence contre la France Insoumise. Il y a eu des plateaux... il y a eu un Quelle époque là récemment Ah oui, ça je l'ai vu dans ton... Tu as sorti un segment de stream. J'ai sorti un segment, mais Léa Salamé, c'était incroyable. C'était un entre-soi anti-Mélenchon avec sa tête affichée en grand où ils ont tous parlé de lui. Enfin, il y avait une personne en gros qui était censée être la caution un peu de gauche. C'était Pablo Pilot-Vivien. Là, il a pas très bien défendu la cause. C'était assez lunaire, quoi. Toi, moi, ce que je veux savoir de ton avis là-dessus, c'est est-ce que tu penses que dans le climat politique en France actuellement, est-ce que tu penses que ce niveau-là de violence mais vraiment de manipulation de bas étage, quoi, pour attaquer le camp politique de la gauche, est-ce que toi, tu penses que ça fonctionne? Et à quel point ça fonctionne, quoi? Quel pourcentage de la population a été convaincu que oui, en effet, il y a un problème avec ce tweet de Mélenchon? Est-ce qu'il y a besoin que ça fonctionne? Est-ce que c'est pas suffisant de dire il est plus recevable, donc on va pas le recevoir? Et du coup, sur le long terme, le fait d'avoir une excuse pour ne plus le recevoir sur les chaînes, sur les plateaux et tout, permet de moins parler de lui. Et du coup, même si ça n'a pas marché sur les gens, le fait que tu n'entendes plus parler de lui pendant X semaines ou je sais pas quoi, ça marche, tu vois. Mais tu penses vraiment qu'ils vont ne plus l'inviter? Il y a de fortes chances, ouais. Il suffit que une personne l'invite et qu'il cancelle la personne qui l'a invité, tu vois. Ouais.
Ouais, Il donc suffit qu'une j'ai retrouvé personne le tweet l'invite en et dise question. c'est fou, Rutel Krief, il a invité ouais. Mélenchon. Le tweet en question, Rutel Krief, manipulatrice, si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Je rappelle que sur le plateau en question, elle voulait surtout pas utiliser le terme de génocide pour ce qui se passait en Palestine. Hein. Quelle honte, bravo Bompard pour la réplique, elle Krief réduit toute sa vie politique à son mépris pour les musulmans. Je veux dire, ouais, enfin, désolé, les positions qu'elle a tenues, la seule explication sous-jacente, enfin, qu'est-ce qui pourrait motiver toutes les positions qu'elle a prises, c'est d'islamophobie. Genre, c'est assez clair, quoi. Bref. Donc toi, tu penses qu'ils vont vraiment ne pas l'inviter et ça va genre servir d'excuse pour littéralement faire un boycott de la personnalité Possible. numéro 1 de l'opposition française. Bah, c'est possible, hein. Je sais pas, moi je pense que c'est pas possible. Hein. Je pense que c'est... Déjà, est-ce que dans les médias, il y a pas déjà il y a un devoir de pluralisme, hein. Est-ce que ça va pas les empêcher de faire un truc comme ça? Je sais pas, parce qu'ils peuvent inviter d'autres personnes qui se revendiquent du camp insoumis, ou bah, par exemple, il y a Raquel Garrido, la dernière fois, qui avait dit qu'elle était toujours insoumise, mais qu'elle avait pas le même avis que Mélenchon sur plein de sujets, etc. Ouais, Tu j'avoue, vois ce ouais. que je veux dire? Ils reçoivent toutes les personnes qui ont des avis particuliers de la France insoumise, un peu à l'encontre de ça, ouais, je sais pas. Ouais. Encore un mystère, encore ça aussi un mystère inexpliqué, hein. Ouais, les positions de Raquel Garrido. Pareil, Clémentine Autain, Ruffin, c'est... Je suis très C'est déçu de dur à Ruffin comprendre. depuis plus d'un an, là, je suis... Tu te souviens de Ruffin en 2017? Tu te souviens à quel point ce qu'il faisait à l'Assemblée nationale était d'intérêt public? Bah ouais. Il nous manque, hein, ce Ruffin-là. Bon. Non, mais il fait encore des choses bien, mais c'est juste que on comprend plus la finalité, puisque derrière, il y a des expressions qui sont bizarres, quoi. Enfin, on comprend pas trop. Enfin, bref. Ouais. Bon. Et Bah, donc, voilà, je voulais qu'on revienne là-dessus. moi, je voulais Euh, pas revenir là-dessus, hein. Parce qu'il y a un peu un moment où il y a un ras-le-bol, quoi. une saturation. Il y a une saturation, genre, ils vont tellement loin qu'à un moment, on se dit juste, bon, bah, ok, on fait avec, quoi, hein. Parce que moi, mon avis dessus, c'est que il y a de plus en plus de gens qui ne peuvent pas les suivre parce qu'ils vont trop loin, tu vois. Pour moi, le plateau... Souvent, les médias mainstream, quand ils font un plateau de droite, ils vont avoir au moins une personne ou deux personnes étiquetées de gauche sur le plateau pour essayer d'apporter de la contradiction. Mais par exemple, le Quelle Époque, pour moi, et même, je l'ai vu dans les commentaires sur ma chaîne de personnes qui, d'habitude, sont pas forcément d'accord avec moi. Il y a personne qui a trouvé normal ce plateau. J'ai vu personne défendre ce plateau sur Internet. Dans ma communauté, souvent, il y a des gens qui aiment bien faire les contrariens et dire « Mais non, Mulch, là-dessus, tu vas un peu trop loin, tu critiques un peu trop les médias mainstream, et c'est leur boulot, ils font juste leur boulot, etc. » Ce truc-là, j'ai vu personne défendre le plateau. Non, c'est indéfendable, hein. Ils sont juste allés beaucoup trop loin, tellement c'est caricatural. Récemment, il y a une super caricature de CNews là, qui a été faite, vous avez sans doute vu passer ça, Pascal Pro, c'était super marrant. Et en fait, ce que fait Pascal Pro juste après ressemble tellement à la caricature. Caricature qui a été vue par des millions de personnes. Hein. Cette vidéo a été super populaire, partagée sur les réseaux, etc. Moi, à mon avis, moi, je pense qu'on est sur une ambiance fin de règne du parti médiatique. Tu te souviens l'expression genre le parti des médias mainstream? Cette expression-là n'a jamais été plus d'actualité par rapport à ce qui se passe maintenant. En plus, on voit que c'est les mêmes personnes, tu vois, c'est les mêmes personnes à CNews, à BFM, à Europe 1. Pascal Pro, il est à Europe 1, il est à CNews. Ruth Krief, elle est un peu partout. Apolline de Malherbe, elle est un peu sur chaque plateau. Sur Quelle Époque, sur France 2. Enfin, on voit que c'est vraiment un petit groupe de gens, d'éditorialistes, vraiment des militants anti-France Insoumise. Très évident, quoi, c'est pas du tout subtil. Et c'est un petit nombre de gens, c'est les mêmes personnes un peu partout sur les médias. À mon avis, on est sur un effondrement du système médiatique dans l'opinion publique. Je veux dire, ils ont quand même fait ce genre d'action entre 2017-2022 et la France Insoumise a progressé aux élections de 3 points. J'ai vraiment l'impression que ça dessert plus qu'autre chose. Hein. Après, le nombre de gens qui n'ont pas le temps d'écouter plus que ça et qui entendent juste cette personne est sortie du champ républicain, dit par quelqu'un qui est dans la télé, et que de manière complètement inconsciente, cette personne va avoir cet avis-là par défaut sur toute la gauche. Ça, il faut pas non plus le nier. Ouais. Donc, si tu regardes quelqu'un qui rationnellement suit
c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour quelqu'un qui suit rationnellement les médias et qui lisait, par exemple, des journaux premier degré. Cette personne-là, là, elle en a marre, elle voit qu'il y a un surplus d'informations, bashing irrationnel. Et cette personne-là il y aura peut-être l'effet de trop-plein qui fait que cette personne, ça va plus marcher sur elle. Mais pour Ouais. l'immense majorité des gens qui ont juste la télé qui tourne en fond quand ils sont au travail ou dans un bar ou chez eux, pour l'immense majorité de ces gens-là, ils vont changer de chaîne en disant ils font quand même bien chier la France insoumise. Parce qu'en fait, c'est eux qui provoquent toutes ces histoires que j'entends à la télé, j'en peux plus, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il y a aussi toute une partie de la population qui est critique des médias, etc., mais qui n'adhère pas forcément à un projet politique progressiste sur l'économie, sur le social, sur ces choses-là, mais ils sont plus, tu sais, un peu vaguement anti-système, un vague sentiment anti-système. Peut-être des gens qui ont participé aux Gilets jaunes, mais qui se sont abstenus dans les élections, tu vois, ce genre un peu de personnes. Et moi, j'ai l'impression que le fait que les médias ciblent comme ça, de façon ultra violente et ultra particulière, une personne, ils ont vraiment affiché la tête de Mélenchon en grand. Ils ont fait genre 2 minutes de haine, comme dans 1984, spécifiquement sur Mélenchon. Et j'ai l'impression que ça le rend aussi plus populaire pour ces gens-là. Trump aux États-Unis, tous les médias mainstream, CNN, même par moments Fox News, etc., se moquaient ouvertement de Trump, ridiculisaient Trump, etc. Mais en fait, ça faisait énormément d'heures de couverture de sa campagne. Et le fait qu'il ait été aussi ciblé et attaqué par les médias mainstream, qui sont censés être, tu sais, The Swamp, le système, pour un tas de personnes aux US, ça l'a rendu populaire. Les gens se Ouais. sont dit, tiens, il est vraiment anti-système, on va vraiment avoir du changement en mettant cette personne au pouvoir. Évidemment, ils avaient tort, hein, au final, mais genre, moi, Après, je suis d'accord avec toi que... En fait, j'ai l'impression... Je sais pas si en France, on est au même niveau, on est sur le même rapport aux médias mainstream qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, le complotisme, la remise en question du gouvernement, tu sais, vraiment un sentiment très anti-gouvernement, primaire, très genre tinfoil hat, tu vois, ce truc est tellement présent, c'est moins présent en France. Je pense qu'en France, les gens ont plus de confiance quand même dans les institutions, dans la République, dans l'État au sens large et dans les médias mainstream, par exemple les médias de service public. Je pense que tu as raison que cet effet-là, il jouerait moins en France qu'aux États-Unis. Après, je reste optimiste, tu vois, je reste optimiste. Toujours se rappeler que dans les sondages actuels, le candidat progressiste en tête, c'est-à-dire Mélenchon, est plus haut aujourd'hui que ce qu'il a été la dernière fois. C'est-à-dire en 2019, tu regardes les sondages, il était peut-être à 10, 11, un truc comme ça. Là, il y a eu des sondages où ils le mettent à 16, 17. Ouais. On verra, mais c'était chaud cette semaine. Bref, de quoi tu voulais nous parler, toi? C'est bon, t'as fini ton copium? Mon copium! Oh là là, il veut pas que je parle d'actualité politique. Non, je rigole, je rigole. On peut parler de... j'en sais rien, mais on peut parler de Noël encore. On peut parler des cadeaux de Noël. En vrai, c'était un bon moment, hein. Moi, j'ai bien aimé. Donc, on a déjà quand même pas mal parlé la semaine dernière. N'hésitez pas à aller écouter ce segment incroyable où on vous conseille pour vos cadeaux. Ouais. Ouais, l'acharnement, sur l'acharnement incessant, je pense que l'avenir nous le dira. Ok. C'est la même conclusion que j'ai fait moi, alors. Faut que tu fasses une autre conclusion. Le passé nous le dit aussi. Ou alors, juste les gens peuvent décider à un moment de dire, attends, qu'est-ce qu'a dit cette personne déjà? Ah, rien de mal du tout, à part des techs bizarres sur le nucléaire et Taïwan. Bon, c'est déjà mieux que 98,9% de tous les autres personnages politiques. Ah. Alors, moi, j'ai une autre question pour toi. 2022. Tu te souviens, il y avait une élection présidentielle. Tu te Ah, c'est en souviens que 2022? la situation dans laquelle on est actuellement, Macron au pouvoir, la montée de l'extrême droite, toutes ces choses-là, tu te souviens qu'on avait eu une opportunité, techniquement, de ne pas être dans cette situation. En votant, par exemple,
Moi, ma lecture de 2022, tu la connais, c'est qu'il y a eu un tas d'erreurs stratégiques au sein de ce qu'on appelle la gauche, la division avec les petits partis, beaucoup d'influenceurs, de médias qui n'ont pas été à la hauteur du moment, qui ont fait avancer des narratives plutôt adjacentes, voire complètement similaires aux médias mainstream. Le défaitisme, le fait qu'il n'y ait aucune chance de gagner en étant divisé, alors qu'en fait, il y avait quand même une chance. Enfin, toutes ces choses-là, d'accord? C'est un peu... Là, on parle vraiment... On va dans le méta. Est-ce que tu penses que depuis 2 ans, parce que là on approche les 2 ans de cette élection dans quelques mois, est-ce que tu penses qu'il y a eu un changement sur ça? Est-ce que tu penses que les gens deviennent plus conséquentialistes? Est-ce qu'on avance dans le bon sens? Parce que 2 ans, c'est déjà une bonne période de temps pour remarquer des changements dans la culture au sein de la gauche, ou ce qui est considéré de gauche. Et je parle vraiment des influenceurs Internet, je parle des médias type, je sais pas, le média Blast, Mediapart, les médias considérés progressistes ou de gauche, et au sein de la population Je au sais sens large. pas. Est-ce que tu penses que le conséquentialisme est en train de progresser ou est-ce que tu penses qu'il n'y a rien qui bouge sur ces Ouais, choses-là? je sais pas parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont une image des régimes politiques la Cinquième République par exemple, une image dont le concept c'est au bout d'un moment ça sera tellement, ça ira tellement mal que ça va péter Ouais, et qu'on va pouvoir tout reprendre le pouvoir. Je sais pas du tout. En fait, ces personnes-là, apparemment, ont lu des récits historiques de prise de pouvoir dans des pays, dans des lieux, tu vois, ouais. et n'ont jamais essayé de se demander, étape par étape, comment ça fonctionnerait, tu vois. Ouais, ou applique des choses Ça, qui se sont passées il y a 200 ans dans un contexte complètement différent à la France de 2023, dans des conditions matérielles totalement Je vais différentes. faire une analogie. Pour une fois. Tu vois, c'est des gens qui ont lu un livre de recettes culinaires. Ok. Et une des recettes, c'était des lasagnes aux légumes et au parmesan, tu vois, quelque chose comme ça. Hmm. Ils se sont dit, waouh, on va pouvoir faire cette recette. Moi aussi, je veux faire cette recette, tu vois. Et il y Ouais. a deux possibilités. Soit, dans les conditions actuelles des choses, il se lève et il va commander des lasagnes Ouais. au restaurant. D'accord. Où va cette analogie? Soit il reste chez lui et il dit, bon, si ma maison explose, il y a une chance que mes ingrédients se remuent avec dans l'explosion et cuit et j'obtiens mon plat de lasagne, tu vois. T'as vraiment tenté un truc. Je sais pas si ça a marché, mais... Mais il faut savoir que la personne n'a C'était... absolument pas d'ingrédients dans son frigo actuellement. Il y a genre des cornichons. Je crois que c'est l'analogie la plus claire que j'ai entendue de ma vie. Bravo. Record battu. Non, mais c'est ça, en fait. C'est... Est-ce que cette personne a une chance de... Et cette personne, du coup... Non, j'ai besoin de cette analogie complètement folle. Parce que la situation est complètement folle. Parce que cette personne, tu vas aller la voir. Tu vas lui dire, qu'est-ce que tu manges ce soir? Et elle me dit, bah, il y a de fortes chances que ce soir, ce soit lasagne. Et tu dis, bah, ah ouais, parce que moi, je connais un resto de pâtes à la tomate, c'est pas loin des lasagnes, on peut peut-être aller manger là-bas pour voir et tout. Quoi? Jamais je ferai ça, parce que si je suis pas chez moi au moment où ça pète, je pourrais pas mélanger les ingrédients comme il faut. Et là, tu dis, attends, mais comment ça marche techniquement pour cuisiner tes lasagnes dans ta maison qui va exploser avec des cornichons? Et le mec te répond, le mec te dit, bah en fait, d'abord, première étape, on va ouvrir le pot de cornichons. Ok. c'est exactement Ensuite, ça. imaginons ensuite, bah déjà, il faut que la maison, elle va pas brûler tout d'un coup. Il y a juste une petite partie de la maison qui va brûler un endroit. Du coup, ça va faire un point de chaleur. On pourra mettre les ingrédients dessus pour les faire cuire avant que tout explose, tu vois. D'accord, continue. Bah là, on va trouver un petit bocal, on va mettre les cornichons dedans. Ok. Et là, du coup, on aura des lasagnes et on va tous manger ensemble les lasagnes. C'est parfait, c'est exactement ça. 100% parfaite, cette analogie. C'est vraiment une discussion avec quelqu'un qui ne va pas voter et croit que on peut prendre le pouvoir par la force. Mais tu sais que j'ai eu une Je interaction... suis sûr, je suis sûr, il y a des gens qui vont croire que ce que je viens de dire est complète, genre que j'ai
j'ai fumé la moquette, tu vois ce que je veux dire? Non. J'ai été hyper sérieux actuellement, genre Pas du tout. c'est vraiment ce que j'ai essayé de dire, j'ai vraiment essayé de communiquer ça. Franchement, stylé. Moi, c'est vraiment le moment où je découvre que les gens ont cet avis qui me procure une sorte de déception profonde interne. Tu sais, il y a des gens, tu les considères, tu dis ça a l'air cool, cette personne fait du contenu sur Internet, ça a l'air progressiste, ça a l'air de Ouais, gauche, ça a l'air bien. Et au bout d'un moment, que tu suis la personne, tu découvres le truc. Euh, et j'ai eu ça l'autre jour, plus ou moins avec ce truc d'accélérationnisme, de révolution violente. ouais. Alors, peut-être que t'as pas vu ce clip, mais il y a Olivier Véran qui allait au Mardi de l'ESSEC et qui a rajouté un truc Oui, j'ai vu ça, dans la ouais, j'ai liste vu des ça. trucs tarés sur le Mélenchon bashing en disant en fait Mélenchon, toute sa stratégie c'est de faire gagner l'extrême Ouais, droite en ouais, j'ai vu ça. France. Ouais. Le but c'est d'être le plus désastreux possible, d'être antisémite, de tout ça, pour faire basculer la France dans le chaos en perdant et en permettant à Ouais, j'ai l'extrême vu, droite de ouais. prendre le pouvoir. Enfin, d'accord, ok, vous allez bien les macronistes, enfin, tout va bien chez vous, ok, c'est ça les théories apparemment. Déjà complètement lunaire. Et là, il y a le compte Twitter Marksovitch qui a communiste dans sa bio, Martofossi, tout ça, qui poste si seulement en réponse à ça. Avec un gif doomer rouge. Oh non. Tu sais, Non, non. le petit personnage doomer avec les yeux Oh noirs, non. rouges, machin. Genre, si seulement le but c'était de tout faire péter, etc. Donc je réponds, ouais, non, l'accélérationnisme c'est cringe par contre. Bah oui. Il me répond, vrai, mais être réformiste, 3 petits points avec un gif d'une personne qui cringe, tu vois. Donc on est retombé dans le truc de si tu n'es Ah. pas pour que tout pète et pour qu'il y ait une révolution violente et tout, tu es réformiste et c'est pas bien. Euh, Bref, après Ouais. j'ai essayé de parler, hein. Moi je suis Et toujours du coup, dans l'optique de je vais essayer de discuter. Donc je dis, je réponds un truc, il dit, tu penses premier degré que les marxistes sont pour faire la révolution tout seuls? Je lui dis, bah de toute façon, bah, personne va te suivre, donc ça va être tout seul, je pense, si tu veux faire ça. Tu penses qu'une révolution, ça se décrète seul et que les gens te suivent ou te suivent pas? T'y connais vraiment rien. Et là, il y a une autre personne, moi j'ai abandonné à ce moment-là avec cette personne. Une personne arrive et dit, euh, qu'est-ce que vous faites pour j'ai préparer votre abandonné. révolution? Quoi? J'ai abandonné avec cette personne. Qu'est-ce que vous faites pour préparer votre révolution? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire à ce moment-là? Vous attendez quoi pour la faire? Le mec répond, tu penses vraiment que j'attends? What? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Genre, une cache secrète d'armes qu'il est Attends, en c'est train pas ce qu'il est en train de d'amasser. faire, Genre, t'en sais rien, t'en sais c'est rien. quoi ce truc? Ne te mets pas en travers de son chemin, s'il te Attends, plaît. j'ai envie d'aller jusqu'au bout du trade. Vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout du Vas-y, délire. vas-y. J'ai pas eu de nouvelles d'un coup d'État ou d'attentat anarchiste révolutionnaire contre l'État, mais si tu sous-entends que tu poses des tracts, c'est mignon. Mais ne te dis pas révolutionnaire par contre. Je prône ni le putsch ni les attentats, aucun marxiste ne prône ça. Quand Lénine donnait des tracts, il n'était pas révolutionnaire alors? On dirait vraiment des anards du lycée JPP. Donc la révolution que tu prétends construire, elle n'est pas du tout armée en fait. Elle passe par les urnes, où t'es le genre de gars à expliquer que vous allez changer le pays en convainquant 100 ou 200 000 personnes, que vous avez raison. Non, d'abord, il faut construire le parti de la classe ouvrière. Une fois que c'est fait, si on est en situation pré-révolutionnaire, on doit organiser les masses au mieux pour pas qu'elles soient bercées de fausses consciences. Une révolution n'a pas besoin d'avoir toute la population, tu les convaincras plus tard. Suffit de voir ce que font les réactionnaires à ceux qui se mettent pas de leur côté pour assurer le soutien de la majorité. Donc cette personne est premier degré dans l'optique de il faut construire un parti qui va pouvoir, une fois qu'on sera dans la situation pré-révolutionnaire, prendre le pouvoir par les armes. Mais donc ça fait une personne de plus qui pense ça. Combien de gens ont dit ça? Tu te souviens pas du Ring qui disait plus ou moins le même truc? Enfin. Donc en fait, je pense que la C'est réponse à ma compliqué. question sur est-ce que les gens deviennent plus raisonnables, plus conséquentialistes, plus stratégiques pour vraiment faire avancer des idées progressistes et de gauche dans le pays? Non, en fait. J'ai pas l'impression, en fait. Non, mais attends. Ces gens sont bloqués il y a 100 ans, ils sont bloqués dans la Ouais, situation de moi, ce que Russie je de disais, donc, 1917. Il n'y a rien de. Aucune
Je reviens à composante ta de la question. réalité moderne n'est prise en compte, quoi. Je reviens à ta question. Ta question, c'était est-ce que tu penses que les, les gens sont de plus en plus raisonnables et tout? Et en fait, moi, mon analogie avec les lasagnes complètement folles, c'était pour vous expliquer qu'il y a des gens qui concrètement croient que c'est accessible, la prise du pouvoir par les armes en dehors des urnes, etc. C'est quelque chose accessible et que c'est quelque chose qui sera d'autant plus accessible que la situation dégénère. C'est ça le prémisse de ces gens-là, tu vois. Ouais. Donc, à la fois, je pense que le fait que la situation s'empire, il y a pas mal de gens qui se rendent compte, en fait, qu'il faut techniquement faire des choses concrètes pour améliorer la situation. Donc ça, c'est le côté dont tu parlais à toi en disant, bah, est-ce que tu crois pas que par rapport à 2022, il y a plus de conséquentialistes? Je pense que les conséquentialistes, c'est des gens qui en avaient un peu rien à faire, qui là se disent, ah ouais, non mais attends, parce que là, il y a de plus en plus de points concrets dans mon quotidien où je vois qu'il y a des choses qui s'empirent et j'ai envie de changer les choses. Et ces Ouais. gens-là, quand ils viennent, ils sont pas bercés d'idéologie et de dogmes. Quand ils viennent, ils disent, qu'est-ce que je dois faire techniquement pour y arriver là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et si cette personne tombe pas sur quelqu'un de fou qui lui dit de lire Bakounine ou je sais pas quoi, elle va essayer de comprendre par elle-même le fonctionnement des institutions, elle va essayer de comprendre comment, techniquement, pourquoi est-ce qu'on a perdu, pourquoi le peuple a perdu en 2022. Elle Ouais. va peut-être tomber sur des vidéos très instructives sur le sujet et Ça serait bien. elle va se retrouver Regarde ça. dans une situation où elle dit, bon, bah la prochaine fois, c'est mort, je vote. J'en ai marre, tu vois. Mais à côté de ça, du coup, il y a pas mal de gens où leur niveau de se dire, ouais, mais peut-être qu'on peut y arriver si jamais il y a tout chavire. Ces gens-là, ils sont en train d'être hypés en mode, ça y est, ça va chavirer. Et ils sont en train de eux, par contre, sont pas du tout conséquentialistes et eux se disent, ça va être super, va y avoir. D'ailleurs, c'est les mêmes gens qui disaient, oh, bon, bah, au pire, on regarde ce que ça fait avec Le Pen. On n'a jamais vu ce que ça faisait avec Le Pen. Peut-être que ça va permettre de remuer un peu tout ça. Tu sais, c'est le même Franchement, le type de gens. diagramme de Venn de gens dans cette vibe-là et les gens qui disent, bon, Le Pen, on va griller sa cartouche en la mettant au pouvoir le plus vite possible, c'est vraiment Ouais. très C'est rapproché. un quoi. cercle. C'est un cercle, oui. C'est... Mais du coup, voilà, c'est pour te répondre. Là, pour moi, Cette personne a il y plus a de deux. followers que moi. Cette personne est un influenceur plus Ouais, ouais. influente Bon, que moi. rage pas de copium. Mais tu vois, Non, mais tu vois, c'est- juste, je regarde à droite à gauche, parmi la gauche internet française, et c'est un désastre permanent. Et j'ai... Sors-moi du dooming, parce que moi, je vois aucun changement, en fait, dans le bon sens depuis 2 ans. Wow. Et je viens de voir ce truc-là l'autre jour. Je viens de voir encore une... Et c'est une personne que je pensais basée sur Twitter, tu vois. Je me disais, bon, la personne a 2 fois plus de followers que moi, d'accord? Je me dis, bon, cette personne, cool, on a quand même des gens de gauche, machin. Et là, je découvre qu'en fait, c'est ça qu'elle pense et c'est ça qu'elle va défendre. Et du coup, au moment des élections, elle va sans doute... Calme-toi, Mulch, calme-toi. Tout va bien se passer. Là, si on refaisait 2022 maintenant, il y aurait un second tour Macron-Mélenchon. Voilà, si c'est ta question, c'est ma réponse. Ok. T'es sûr? Après, ça sera pas maintenant qu'on refera 2022, ça sera en 2027. Donc on verra ce qui se passera là-bas. Ok. Ça va? Non, tu m'as convaincu, tu m'as convaincu. On va dire que tu m'as convaincu. Bon. Non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais ça prend du temps, hein. La lutte culturelle, faire qu'un tas de gens comprennent ces choses-là, comprennent quels sont les chemins réalistes à proposer, les chemins pas réalistes, les chemins qui ont des bonnes chances de nous amener à un monde meilleur, etc. Ça prend tellement de temps. Ça prend tellement de temps. Après, je pense que le concept de croire dans des textes révolutionnaires pour t'expliquer techniquement comment agir Ouais. dans ta vie et tout, ça, ce concept-là, déjà, je sais pas d'où ça vient techniquement. Genre, je crois que ça vient des partis politiques. Je crois que ça vient des partis politiques. Parce que je vois pas où est-ce que tu l'obtiens, ce truc-là. Je comprends pas d'où ça vient dans la société, ce truc-là. C'est pas à l'école. À l'école, il n'y a pas de lecture de texte politique. L'école, d'ailleurs, depuis un bon moment,
veut absolument se couper du concept de politique et finit par juste faire de l'enseignement du statu quo, tu vois. Ouais. Moi, j'ai jamais été dans un Sauf si parti tu tombes sur politique. un prof blasé. Les gens dans ma famille eux-mêmes n'étaient pas dans des partis politiques. Donc, je sais pas techniquement à quel moment on te donne un livre et on te dit voici le dogme que tu dois apprendre par cœur. Je comprends pas à quel moment ça se passe. Je comprends pas. Est-ce que des gens vont prendre des livres? Parce que moi, je suis allé lire des livres, tu vois. Mais vu que j'ai pas du tout de préjugés sur est-ce que ça va être de qualité ce qu'il y a dans un livre ou pas, je prends ce qu'il y a dans le livre à la qualité de ce que je suis en train de lire. Je mets pas une valeur ajoutée. Personne m'a dit cet auteur-là, il est incroyable, tu vas voir, ça va t'apprendre plein de choses. Parce que quand tu commences à lire un livre avec ce concept-là, tu oublies que c'est juste un mec, en fait, qui a écrit un livre. C'est juste un mec qui a écrit ses pensées sur papier. Ouais, c'est juste Alors, une je dis personne qui pas donne qu'il son y a avis. peut-être un talent rhétorique ou d'écriture, etc. Mais il faut prendre ce qui a marqué pour ce que c'est, tu vois. Et je suis désolé, mais la plupart des caractéristiques dont tu parles ne sont pas par défaut convaincus du fait qu'on va prendre par les armes l'État, je sais pas, enfin, voilà, ce concept-là te vient pas en tête comme ça. Une personne qui pense au sujet sans avoir de dogme là-dessus va très rapidement se rendre compte que le plan ne marche pas. Hein, je pense qu'on peut tous être d'accord, genre quand Bah tu oui. fais étape par étape, étape 1, assez de gens pour s'opposer à une armée. Enfin, non, c'est étape 1, voilà. Enfin, voilà. Donc ça marche pas. Tu vas être tout de suite considéré comme, parce que c'est ce que tu seras. Tu vas être considéré comme quelqu'un qui fait un putsch. Et donc techniquement, cette personne va être considérée comme antidémocratique, puisque c'est le cas, et va être contre la démocratie, et va être mis en prison, et va être surveillé, et c'est complètement normal en fait. Hein. Donc, ou alors, étape 1, il faut qu'il y ait un consensus dans tout l'État sur le fait qu'on veut mettre en place. Et ça, du coup, comment tu réalises ça autrement que par des débats politiques au sein même de l'institution déjà en place? Donc, Ouais, pour moi, évidemment. une fois que je réfléchis rationnellement au fait que n'importe qui réfléchit au sujet 2 secondes se rend compte que la proposition de prendre le pouvoir autrement que en passant par les institutions en place, et que cette personne, si elle réfléchit à ça, elle trouve tout de suite que c'est pas possible. Ouais. À partir de là, la seule raison pour laquelle ces gens pensent de cette manière-là, c'est qu'ils ont un dogme. C'est qu'ils sont dogmatiques. Ils ont, moi je dis lu parce qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais ils ont peut-être juste entendu quelqu'un qui avait lu, tu vois, des textes qui remontent peut-être au 19e siècle, au pire au 20e siècle, qui parlaient du fait de pouvoir prendre le pouvoir, parce qu'à l'époque, oui, le pouvoir était, il y avait un pouvoir très instable, il y avait très peu de technologies qui permettaient de garantir la maintenue en place d'un système. Puis surtout, il y Il y avait avait beaucoup beaucoup moins de moyens d'opportunistes. démocratiques pour faire avancer des projets progressistes. Donc, Ouais, enfin, enfin quand on bref, il y parle avait de la plein Russie, de... du tsar, bien sûr que là, tu pouvais pas. C'était pas une démocratie, d'accord? C'est une dictature ultra autoritaire. Donc là, une révolution est justifiée. Enfin, s'il vous plaît, Voilà. Et du contextualisons. coup, Et du coup, à partir de là, je me demande d'où viennent ces dogmes-là, genre d'où ça vient, pourquoi. Et à chaque fois que je vois des gens qui avancent ces dogmes, c'est soit des gens qui ont un passé dans des organisations politiques spécifiques, tu vois, Ouais, et des donc partis ou des. Ouais. qui ont été formés en disant c'est ça le texte sacré ou je sais pas quoi, tu vois. Soit des gens qui ont fait des études littéraires. Ouais. Et du coup, c'est à cet endroit-là qu'ils ont rencontré des gens, sans doute, qui leur ont dit de lire ces livres. Je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre Moi, j'ai du mal à réaliser l'ampleur, en fait. Enfin, Ah tu oui, vois, mais du coup, tu peux avoir des. Ouais, vas-y. tout ça pour dire, selon moi, c'est quelque chose qui va s'éteindre. Les gens qui croient en ce dogme par défaut. Alors, je pense aussi, hein, il y a un petit contexte social où ça a l'air de faire bien, étrangement. Ça a l'air d'être bien vu. Totalement. Ça a l'air de socialement être valorisé par beaucoup de gens, de De name drop. pouvoir Ouais. name dropper, de pouvoir utiliser des textes qui sont valorisés déjà
pour appuyer tes dires. Et du coup, je pense que c'est la seule manière à ce courant-là de continuer à se perpétrer. Mais c'est franchement étrange que ça soit valorisé quand même dans un espace qui est censé mettre en avant le partage d'idées et le débat, tu vois. Moi, ce qui m'a vraiment abasourdi récemment, c'est t'as certains influenceurs qui démarrent une chaîne YouTube qui sont inconnus, tu vois. Juste, ils se disent, bon, je me lance, j'essaie de faire du contenu, etc. Et qui prennent cette approche-là de prôner des choses qui sont complètement infaisables, etc. Mais en citant toutes les 2 secondes des livres et tout. Et ils acquièrent un public énorme, extrêmement rapidement. Et tout le monde a l'air de trouver ça génial. Et je sais pas, moi je me sens genre méga déconnecté du coup de cette sphère parce que je regarde la vidéo, de A à Z ça n'a aucun sens, il n'y a pas de préconisations qui peuvent être appliquées aujourd'hui. Par contre, oui, il y a des passages de livres, il y a des auteurs cités, etc. Et après, je regarde le nombre de vues et c'est genre 100 000 vues. Et tout le monde, tous les commentaires adorent. Et là, je dissocie quand je vois ça. Hein. Je peux te dire que c'est une expérience particulière, quoi. Hein. Mais je pense que ça vient du fait. Alors que j'ai l'impression que la personne moyenne, tu sais, un viewer YouTube complètement moyen, qui regarde, je sais pas, t'as des vidéos sur les jeux vidéo, sur la mode, sur les actus, sur le make-up, j'en sais rien. La personne moyenne en France qui tombe sur cette vidéo ne comprend rien parce qu'il faut un niveau de... Il n'y a aucun terme, tu sais, il n'y a aucun terme expliqué, genre quand on dit le prolétariat, machin, c'est pas des termes qui sont utilisés par l'immense majorité de la population, c'est quand même une sous-culture très spécifique d'un certain cercle. Alors peut-être qu'en fait, c'est juste que très rapidement, 100% de ce cercle-là tombe sur ce contenu-là, s'abonne, regarde les vidéos, et donc c'est tout de suite, ils ont saturé ce marché-là, mais... Ok, moi je pense que ça vient pas de là, moi je pense que ça vient du fait que quand quelqu'un se lance en disant juste des idées, tu vois, il faut que pour valider le contenu, il faut faire un travail intellectuel assez élevé qui est de prendre en compte toutes les idées que la personne te donne et de toi-même juger si elles sont valides ou non. Donc, ta capacité à faire confiance dans ce que dit la personne, par défaut, elle est de 0. Et tu vas devoir toi-même juger, quoi. Utiliser ton propre esprit critique. Voilà. Tu vas devoir toi-même activement te demander si ce que dit la personne est valide et faire ce travail. Alors que dans un contenu où la personne va juste name dropper, tu as juste à d'abord considérer que ces personnes sont valides en général. Tu vois, genre, je te dis Socrate, je te dis Marx, je te dis Bakounine. Tu vois, c'est des noms. Même peut-être tu n'as jamais lu une seule des œuvres de ces auteurs-là. Ouais, mais culturellement, t'as entendu parler. Si t'es culturellement convaincu, si t'es culturellement convaincu que ces personnes-là font du bon contenu, et ben une personne qui va à chaque tournure de phrase citer ces personnes pour appuyer ses dires, ben si t'es un peu flemmard, tu vas te dire bon dans l'ensemble ça a plutôt l'air valide. Et du coup t'auras pas à faire ce travail intellectuel de te demander si cette personne dit de la merde ou pas en fait. Et moi, par défaut, du coup, je dis pas je suis pas en train de dire tous les viewers vont réagir de cette manière-là en écoutant le contenu, mais juste par défaut, quand tu tombes sur le contenu de la personne, il y a plus de chances que tu te poses pas trop de questions sur est-ce que ça vaut le coup que j'écoute ça ou pas. Si jamais tu sais que c'est des auteurs qui sont utilisés comme sous-jacents à la pensée de cette personne. Tu vois, si tu tombes sur un truc de droitard random, il te faut souvent pas mal de temps avant de te dire ah non ouais c'est un droitard, il y a un problème parce qu'il va pas tout de suite citer Hitler. Tu vois. Donc c'est souvent plus associé à des confusionnistes de ne pas citer de source. Donc souvent pour aller plus rapidement dans est-ce que les contenus est valide ou pas, les gens qui se disent de gauche ils vont demander des sources et juste faire confiance aux sources qui sont données sans même se rappeler que les sources en question ont dit beaucoup de merde sur beaucoup des sujets qui sont traités, tu vois. Voilà, ça c'est mon point de vue sur pourquoi. J'espère juste qu'il y aura un jour où assez de gens vont se rendre compte que c'est du pur conservatisme de justifier des idées en disant bah en fait ça vient de telle personne, etc. Enfin, vous vous rendez compte que tous ces gens ont analysé le monde
à diverses époques, ont eu diverses idées, et qu'au bout d'un moment, on va les dépasser. Genre, l'évolution, enfin, l'histoire n'est pas écrite, ce n'est pas la fin de l'histoire, on n'a pas atteint la fin, pardon. Les choses vont évoluer et on va progresser, on va dépasser certaines conceptions, certaines idées. Il y a des choses écrites par Marx qui sont totalement vraies encore aujourd'hui, c'est des très bonnes analyses pertinentes, etc., etc. Mais il y a tellement de choses qui sont plus pertinentes, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un courant, il y a toute une partie de la gauche qui est en fait fondamentalement conservatrice et pas vraiment prête à se remettre en question et prête à progresser et à avancer, quoi. Et ça, vraiment, je pense que ça va être un combat culturel de fond qui va prendre genre super longtemps à mener, mais remettre en question tout un tas de choses profondément ancrées, ouais. Ouais, c'est compliqué. C'est Après, compliqué, bref. J'ai eu trop d'interactions cette semaine avec des gens comme ça. Est-ce qu'il faut pas décider du coup de faire du contenu plus vulgarisateur ou plus divertissant pour arrêter de cibler un public qui, de toute façon, est déjà préparé à préférer du contenu qui va juste en fait être un contenu qui va remâcher tout le temps les mêmes sources, etc., etc. Ouais, après moi, en tout cas en stream, moi ma façon d'être, c'est, je suis vraiment moi-même en stream, tu vois, je dis ce que je pense. J'ai vraiment du mal avec le truc de essayer de cibler une population, un public en faisant exprès de faire des trucs qui sont pas vraiment ce que j'ai envie de faire ou pas On a vraiment ma compris façon avec de ton m'exprimer. canapé, hein, t'inquiète pas. Ouais. Oh non. Mais tu vois, jouer un rôle, faire des choses que j'ai pas envie, etc. pour spécifiquement attirer tel ou tel public, je pense que c'est un truc que je vais avoir énormément de mal à faire ça. Même si on le fait tous un minimum, d'accord, bien sûr, parler d'un sujet d'actu, parce que tu dois, parce qu'il faut le couvrir, parce que c'est ce dont tout le monde parle et ce dont tout le monde a envie d'entendre parler. Ils veulent savoir mon avis dessus, etc. Je fais ça un petit peu, d'accord? Je pense qu'il faut que tu finisses ta session de Rayman 3, genre je pense c'est au moins ça, quoi. Ah, j'étais pas prêt pour que tu cites ça. Faut que j'aille au bout de Rayman 3, ouais. Non, mais tu vois, même jouer à des jeux vidéo, tout le monde m'a dit, mais jouer à des jeux, etc. Mais je sais pas, genre, c'est pas ma vibe en ce moment, faire des jeux vidéo. Je vais pas me forcer à faire des jeux juste parce que ça pourrait attirer telle ou telle personne qui sont intéressées par le jeu. J'avais fait Rayman 3 parce que c'est un jeu qui me procure genre beaucoup de nostalgie et c'était cool et tout, mais ouais. Ah, c'est pas trop bien ça. Tu me sors ça maintenant. Ouais, mais non, mais après c'est prévu qu'on fasse. Enfin, comme moi j'ai du contenu qui arrive. J'ai du contenu qui arrive qui va être. Qui va plaire à un large public, à mon avis. Et qui n'est pas fait en reniant. En reniant des idées ou en faisant des compromis sur le fond politique, en tout cas. Donc ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte de lancer cette nouvelle chaîne, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut passer aux questions. Si on n'a pas d'autres petits sujets ou petites news. Est-ce que tu as des trucs? Malheureusement, cette semaine, en fait, j'ai pas grand-chose. Hein. Comme j'ai dit, j'ai eu la semaine un peu. Non, on a freestylé, c'était bien. Ok, bon, bah vas-y, on passe aux questions. Les gens, le fonctionnement de ce podcast, on vous le redétaille vite fait. Vous pouvez poser des questions pour le segment questions-réponses en fin du podcast. Vous avez le lien dans le chat si vous regardez en live. Et sinon, vous allez sur lerendezvous.fr et vous trouverez le lien pour faire ça. N'hésitez pas à continuer de poser des questions parce qu'on peut y répondre pendant encore longtemps. Alors, c'est parti. C'est parti. Première question. Oula. Biologie, apparemment. Le corps humain est clairement sous-optimal. En tant qu'ingénieur mentaux, quel debug et amélioration utile préconisez-vous? Moi, j'ai envie de pouvoir courir à 40 km/h. Hein. Moi, j'ai juste envie qu'on ait, comme dans Cyberpunk, là, les bots avec des sortes de ressorts motorisés dedans. Ouais, c'est pas super, hein, ça, comme truc. Quand tu rates le tram de 30 secondes, le fait d'avoir ça, quoi, moi, je kifferais. Hein.
Moi, j'ai dit, déjà de base, moi, je pense qu'il faut qu'on normalise le fait de sprinter dans la rue pour arriver plus vite à ta destination. Moi, je fais très souvent ça. Est-ce Les gens me que, regardent très bizarrement. En fait, non, j'ai parce pas que le là, temps, du les coup, gens. la Moi, question, je c'est sprint quel dans la rue. debug amélioration préconisez-vous? Quel debug M- moi, Moi, je moi, pense moi, que moi, si je pouvais Mais t'as juste déjà dit des trucs, là? ne pas À moi avoir un de petit peu, à moi un petit TDAH, peu. réduire mon niveau de TDAH à zéro pour que je puisse juste me focaliser sur une tâche à la fois et pas me laisser distraire genre ultra facilement par 400 000 trucs autour de moi. C'est bon? Que l'humanité progresserait tellement si on avait juste un truc qu'on pouvait allumer et éteindre le TDAH, quoi. Vas-y, Ok, à toi. ok. Je peux Ah non, parler? attends, je voulais rajouter un truc. Il y a aussi... Non, je rigole. Vas-y. Tu veux pas Moi, annuler le j'aimerais bien cancer plutôt? Non. C'est moins comme important. amélioration, un truc qui serait pas mal, ce serait de pouvoir gérer ta perception du temps. Oula. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois attendre dans le train, d'être capable que, ou tu sais, genre, si tu dois attendre dans une file d'attente, etc., Mhm. être capable de mettre en x2 ta perception du temps, c'est-à-dire que ton, ton cerveau compute beaucoup plus lentement ce qui est en train de se passer. Mais non, attends, c'est super flippant. Parce que du Mais coup, non, t'as parce que, l'impression que ta vie est beaucoup plus courte. mais non, parce que tu peux faire l'inverse aussi. Ah d'accord. C'est-à-dire que tu peux accélérer ta perception du temps pour que, par exemple, quand on te pose une question, tu peux, toi, techniquement, prendre que une demi-seconde et en fait, ça fait peut-être 10 minutes que tu réfléchis à la question qu'on t'a posée, tu En vois. gros, tu veux pouvoir overclock et underclock le CPU des humains. Ouais. Ça, j'ai jamais entendu ça, c'est un concept. Et par exemple, si tu veux prendre une pause quand t'es au boulot, tu veux prendre une pause, bah ta pause, tu peux la faire durer vachement longtemps dans ta tête, tu vois. Et juste te calmer parce que tout le monde t'a énervé au boulot, tu vois. Ça serait horrible. En fait, ça donnerait une sorte de dystopie où du coup, les gens pourraient avoir genre des micro-pauses de 30 secondes, mais en fait, ils ont l'impression que c'est super long. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils seraient méga fatigués et ils décéderaient à 40 ans parce ils ont juste fait des semaines de 50 heures sans pause pendant genre 20 ans de leur vie. Non, ça se passerait pas comme ça. Euh, Ce serait sympa, non? Attends, j'ai vraiment l'impression que nos réponses, j'ai l'impression qu'on peut trouver des réponses encore plus stylées que ce qu'on a dit à cette Attends, c'est pas question. mal. Parce que moi, théoriquement, ce serait pas impossible que le cerveau humain fonctionne de cette manière-là. Parce que, bon, il y a une limite technique, tu vois. Mais par exemple, quand tu as des moments avec énormément d'adrénaline, on ressent un petit peu cet Ouais, effet-là. C'est-à-dire en que gros, l'adrénaline fait ça, non? C'est... tu vas avoir l'impression que t'as réfléchi pendant, genre, que l'instant de ta chute, il s'est passé peut-être, t'as l'impression qu'il s'est passé peut-être 3 minutes, alors que c'était en 10 secondes que Ouais, ça ouais, s'est ouais. passé. Et à l'inverse, t'as l'impression que des moments où t'es heureux, vu que tout se passe bien, en fait, t'as l'impression que ça s'est passé en 10 minutes, 3 heures de ta vie, tu vois. Mais j'aimerais bien qu'on puisse contrôler ça, par exemple. Parce que, par exemple, pendant un moment heureux, t'aimerais bien que tu ressentes que ça fait 3 heures que t'es heureux, pas juste Ouais. c'était il y a 3 heures que t'as commencé à faire de la patinoire, par exemple, tu vois. Moi, à chaque Moi, fois j'ai que je eu faisais de la patinoire, Ouais. j'avais l'impression que c'était 10 minutes et il était déjà minuit, la patinoire ferme et tout. C'est horrible. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait... C'est un bug pour moi et je il suis pas faut allé le à la débugger, patinoire. voilà. Je propose. Moi, la dernière fois que j'ai eu ça avec l'adrénaline, je m'étais fait agresser et j'ai dû m'enfuir d'un gars et genre vraiment j'ai eu un effet de genre tout le temps qui se Ouais. ralentissait et j'avais genre tout le temps pour réfléchir et je me suis sorti de la situation hein, donc ça marche bien. Hein. Mais non, franchement, basé, hein, bonne proposition. Moi j'achète hein, Bon, si on a d'autres ça. propositions, il y aurait par exemple que le sommeil soit optionnel, que ce soit pas un besoin. Parce que là, le sommeil est un besoin. Ouais. Alors, on n'a pas complètement compris pourquoi, techniquement. En gros, ça doit être. Ton cerveau doit reformater ou une connerie comme ça, tu vois. Ton On disque comprend dur pas exact. Ouais. doit être réorganisé quoi. Et on doit classer aux bons endroits les bons fichiers, tout ça, tout ça. Ouais, il faut. Ouais. Ouais, c'est quoi On comprend pas si trop. tu dors pas, tu meurs, non? Si tu dors pas assez longtemps. Je crois Pendant que assez longtemps. c'est 14 jours le record ou un truc comme Si ça. tu dors pas Et pendant après, deux tu semaines, meurs. tu meurs? Je crois qu'il y a ça, hein.
Après, J'ai il y, pas a envie y a de aussi savoir dans quelles conditions ils ont testé ça. un debug, ce serait la capacité d'informer ton corps qu'un truc n'est pas un allergène, n'est pas genre un entrant problématique, genre Ah oui, de oui, pouvoir, plus jamais genre avoir si t'es d'allergie. allergique à la cacahuète, ça Ouais. serait bien de techniquement pouvoir informer tes cellules. Non, en fait, ça, c'est bon, laissez-le passer, tu vois, de pouvoir donner des cartes VIP à des cellules. Non, en fait, la cacahuète, c'est bon, n'attaquez pas. Ça aiderait aussi pour les maladies auto-immunes, genre. Non, ça c'est mon foie en fait. Ça, ne vous inquiétez pas. J'avoue, j'avais pas pensé Il y à a, ça. il y a ce genre de choses. Euh, Tout simplement le fait que les cellules ne se détruisent pas. Non, mais ça, c'est juste euh, l'immortalité. Le mec, il sort juste l'immortalité. Non, 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 non. Ah, C'est pas l'immortalité. C'est le fait que les cellules, parce qu'avec le temps en fait, tes cellules à chaque reproduction, il y a un petit bout à la fin de l'ADN qui juste est cut. Et donc avec le temps, tes cellules sont de moins en moins fonctionnelles. Et c'est pour ça, par exemple, des vieilles personnes, sur leur peau, tu vois plein de patterns bizarres. Genre, t'es là en mode, mais attends, il avait toute sa vie des patterns comme ça ou ça s'est passé comment? Non, en fait, c'est juste ces cellules, au bout d'un moment, elles commencent à faire n'importe quoi. Parce que ça est en train de manger l'ADN au fur et à mesure du temps qui passe. si tu pouvais upload ta conscience dans une IA, est-ce que tu le ferais? Ça dépend pour quel usage. Pour être immortel. Bah non, pour cet usage-là, c'est pas valide parce que ce sera pas moi qui ferai l'IA. Imagine, tu pourrais faire des épisodes du Rendez-nous jusqu'à la fin des temps, Ouais, pour cet répondre aux usage, c'est questions déjà du chat. Il pourrait pour te ce poser type d'usage, c'est infini déjà questions plus et tu pourrais être intéressant, hein. là en train de répondre à toutes les questions pendant 5000 ans. Si techniquement t'arrives à avoir quelque chose de feature complete avec un humain, tu vois, vraiment, t'as un truc one-to-one et que tu peux t'assurer que ce truc-là. En fait, le problème, c'est le problème moral. Est-ce que quand tu le désactives, est-ce que tu tues quelque chose? On sait pas trop. Ouais. Mais si tu peux faire tourner un truc comme ça et du coup lui faire des tâches et il va faire des tâches genre comme toi tu aurais voulu les faire, ça peut être intéressant. Après, c'est pas encore là, hein. Et par contre, Si, bientôt. dans l'optique d'être immortel, non, moi j'y crois pas du tout. Et ce sera pas moi en fait, hein. Genre si je peux Ça sera copier Jeff ma. Bezos et Zuckerberg. On va avoir Zuckerberg, Non, c'est Bezos, pas ça que je voulais dire. immortel. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire c'est pas Ah oui, oui, techniquement ok, ça ma sera pas personne. techniquement toi. Non, mais on part du principe C'est qu'on a juste la technologie pour que ça soit techniquement toi. Plus tu penses à cette question, plus c'est déprimant parce que même là maintenant, c'est pas moi. En fait, il faut comprendre ce concept-là. C'est-à-dire que dans une seconde, c'est plus moi parce que techniquement, l'organisation de mon cerveau et mon corps et mon environnement a changé. Donc techniquement, c'est même plus moi, tu vois. Wow. Mais c'est encore pire dans le cadre où c'est carrément un clone. Du coup, il y a deux instances de toi. Donc, qu'est-ce qui est considéré toi dans le monde? Wow. Le fait est que tu vas créer une instance de toi qui aura la certitude que jusqu'à maintenant, c'était elle, le vrai moi. Est-ce que c'est pas aussi déprimant de se dire que tu vas créer quelque chose qui va être persuadé d'être toi? Et là, tu vas dire non, non, en fait, toi, t'es juste un clone. Et maintenant, tu dois faire tu dois modéliser en 3D ce dessin que j'ai fait. Je suis en train d'avoir la vision d'un débat sur un plateau télé avec deux versions de moi en train de débattre contre Pascal Pro. Est-ce que c'est pas une bonne strat? Genre, tu fais des clones. La Chine, ils ont pas cloné un humain? Bon, ok, on va arrêter cette question. Parce que là, on part trop loin. Faut qu'on se recentre un peu. Faut qu'on recentre ce podcast sur les fondamentaux. Ouais, ok. Non, bonne réponse. Bonne question intéressante. Hein. Ok. C'est quoi la question? Prochaine Pourquoi question. t'as parlé du clone là? Je sais pas. Prochaine C'est même question. pas une question ça. Prochaine question. C'est quand la nouvelle chaîne? Bah, elle est déjà sortie, c'est le Rendez-nous sur YouTube. Il y a une chaîne Le Rendez-nous qui Eh oui. existe. Vous pouvez vous y abandonner. Vous pouvez Vous vous aussi abandonner. abandonné aussi. Vous aussi abandonner le podcast. Franchement, moi, je vais pas répondre à cette question. Hein. Moi, je pense que c'est toi qui dois y Moi j'ai répondre. répondu, hein.
Je pense que, non, mais pour la vraie réponse, je pense que c'est toi qui dois C'est la donner une vraie réponse. estimation parce que tu as vu. Pour l'instant, il n'y a que toi qui as vu. Non, il y a toi et une autre personne, techniquement. Alors, si je dois donner une estimation, je vais dire après que j'ai release mon jeu. Ok. Ouais, je rappelle il y a un japonais en jeu entre BPT et moi sur qui sortira en premier le projet. Euh, Bah non, mais je peux juste dire prochainement, les gens. Enfin, vraiment, je travaille dessus tous les jours. Donc, le truc, c'est quand j'ai donné des estimations, je les ai pas respectées. Donc, j'ai pas envie de vous redonner une estimation. Mais ça avance à une vitesse, une bonne vitesse. Ça avance à une vitesse. C'est une vitesse. Aïe, aïe, aïe. Ok. Aïe. Vous allez kiffer en tout cas. Vous allez péter un câble. C'est pas juste vous allez kiffer, vous allez littéralement péter un câble quand vous allez Oui, voir le oui, contenu. oui. Alors, prochaine question. Selon les dernières présidentielles, il y a environ 13 millions d'électeurs fascistes et 13,5 millions d'abstentionnistes. Lequel de ces deux blocs est le plus facile à convaincre de voter stratégiquement à gauche? Je dirais quand même les abstentionnistes. Hein. En fait, le truc, c'est que... Enfin, pas mal de gens ont réfléchi Ok, ouais, vas-y, réponds. aux électeurs du Front National. Déjà, quand on dit 13 millions d'électeurs fascistes, c'est pas parce qu'ils ont voté à un moment pour un programme et des gens qui sont techniquement des fascistes que eux-mêmes sont entièrement convaincus par l'idéologie fasciste au plus profond d'eux-mêmes, d'accord? Dans ces gens-là, il y a un tas de personnes qui votent par rejet du statu quo parce ils ont pas compris des choses, ils aiment pas Macron, etc. Enfin, souvenez-vous, il y a 25% environ des électeurs de Mélenchon du premier tour qui ont ensuite voté voté Le Pen au second tour, par exemple. Combien? Donc là, tu prends le... C'est pas 25%? Enfin, je sais plus, mais c'est 20% peut-être, il y a un certain pourcentage. Et juste, par exemple, ces gens-là, j'aurais du mal à croire qu'ils sont complètement idéologiquement fascistes, d'accord? C'est plutôt un vote tout sauf Macron, vraiment, vraiment bête. Mais bon, voilà, faut juste se souvenir qu'il y a plein de motivations. Après, oui, ça, c'est une petite portion, techniquement, des gens qui votent pour ça au second tour. Et là, on parle bien du vote du second tour, hein, parce que c'est beaucoup moins au premier tour. C'est pas 13 millions de personnes au premier tour. Par contre, là-dedans, c'est vrai qu'il y a une bonne partie, je sais pas quel pourcentage, mais plus de la moitié, qui vont quand même être motivés en grande partie par un biais raciste. Hein. Le racisme est très présent dans la société actuelle, dans l'esprit des gens, qu'ils en soient conscients ou pas, d'accord? Partout, les gens ont été abreuvés pendant des décennies de médias qui leur faisaient peur sur la montée de l'islamisme, sur le grand remplacement, sur la montée de l'insécurité à cause de l'immigration, le manque d'emploi parce que les immigrés volent les emplois, etc. Enfin, tous ces mensonges ont été quand même mis dans la tête des gens pendant des années, des années, des années, des années. Enfin, rendez-vous compte de ce que les gens ont subi comme propagande. Donc, pour moi, ça explique tout un pan des gens qui votent Le Pen au premier tour et ensuite au second tour. Et la majorité d'entre eux sont pas genre profondément des fascistes, d'accord? C'est plus genre un mélange de racisme, d'antisystème, de ras-le-bol, de plein de choses un peu qui conduisent les gens vers ça. Donc, le truc, c'est qu'en fait, les abstentionnistes vont avoir beaucoup moins ces motivations-là, à mon avis, d'accord? Parce que bon, si t'as ces motivations-là, tu votes probablement Le Pen au premier tour. Donc, voilà, ça, c'est un truc qui montre pour moi que les abstentionnistes vont être beaucoup plus faciles à convaincre de voter stratégiquement à gauche pour leurs intérêts. De toute façon, on sait que dans les abstentionnistes sont en moyenne plus à gauche que la moyenne de la population, d'accord? Il faut garder toutes les études là-dessus, sur l'abstention. D'ailleurs, c'était super de la part de la gauche d'avoir choisi comme slogan l'abstention vote Macron, ou d'avoir vraiment axé leur campagne sur essayer de parler le plus possible à les abstentionnistes, même faire du porte-à-porte dans des endroits où il y a un fort taux d'abstentionnistes, alors que globalement, ces abstentionnistes vont être idéologiquement bien plus proches de la gauche que de la droite ou l'extrême droite. Donc ouais, non, les abstentionnistes sont plus faciles à récupérer, à mon avis, hein, que le bloc d'électeurs Le Pen au premier tour. Après, honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce genre de questions à chaque fois, moi.
Est-ce que vous savez qui a voté? Qui va vous dire j'ai voté? Très peu de gens en fait avouent qu'ils ont voté ou pas. Même des gens qui n'ont pas voté, qui ont été abstentionnistes aujourd'hui, vont vous dire ouais moi j'étais pour Mélenchon pendant les élections. Tu vois, il y a. Bah, c'est vrai, on se Est-ce que demande dans quel contexte est-ce que avoir la réponse à cette question est utile, tu vois. C'est pas comme si est-ce dans que une ça change la campagne. manière dont tu vas parler à cette personne? Si tu Parce que t'exprimes beaucoup de gens en fait. publiquement, t'as pas besoin de connaître la réponse à cette question parce que n'importe qui peut écouter. Si tu parles spécifiquement à des gens de ton entourage, en fait, le seul contexte, c'est par exemple, dans ton entourage, t'as 10 abstentionnistes et t'as 10 personnes qui votent FN. Stratégiquement, tu vas passer du temps à parler à quelle personne si tu veux les convaincre. Mais bon, après, c'est vraiment un cas spécifique, quoi. Quand tu vas faire du porte-à-porte, tu choisis pas vraiment. Enfin, si tu pourrais Bah me ouais. dire, ouais, tu peux choisir des endroits où il y a plus de votes Front National pour faire du porte-à-porte. Ouais, bon, je sais pas. J'avoue, je vois pas trop l'utilité d'avoir une réponse En fait, c'est super juste que nette à cette je question. pense que quand tu parles aux gens, je pense qu'il y a tellement plus de choses qui vont permettre de comprendre la manière dont ils agissent que qu'est-ce qu'ils ont voté, en fait. C'est tout. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, si tu sais qu'ils ont voté ou qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils sont contre le système, opposés au système, tu vois, Ouais. ils peuvent être opposés au système et avoir voté Marine Le Pen ou être opposés au système et n'avoir pas voté. Et je pense que de savoir qu'ils sont opposés au système est déjà beaucoup plus utile pour avoir commencé ta discussion avec eux, tu vois. Ouais. Ouais. Alors que essayer d'obtenir est-ce qu'ils ont pas voté ou est-ce qu'ils ont voté Marine Le Pen, essayer d'obtenir cette information, en général, ça a de fortes chances de mal commencer la discussion avec la personne. Ça a de fortes chances de créer une situation dans laquelle la personne va se sentir jugée, va pas du tout aimer que tu lui aies essayé d'obtenir cette information, tu vas lui dire ouais bah, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'est assez, tu vois. Ouais. Ouais. Et trouver et genre le truc de qui est-ce qu'il faut aller convaincre, aller trouver spécifiquement ces gens-là me semble pas plus facile qu'autre chose en fait. Hein. Donc je pense juste faut être capable rhétoriquement de répondre à n'importe. Mais s'il faut vraiment répondre à la question, est-ce que c'est les fascistes ou les abstentionnistes? Moi je pense vraiment que c'est les abstentionnistes les plus raisonnables. Bien sûr. On est d'accord, ouais. Ok, bon. Prochaine question. Est-ce qu'il serait possible de mettre en place sur le Discord, par exemple, un espace ressources qui regroupe des études sérieuses en socio, économie, géopolitique, etc., afin qu'on ait tous rapidement accès à des sources fiables pour débunker les faits éclatés sur les réseaux? Alors, totalement, ça fait longtemps que les gens demandent ça, et c'est un truc qui est prévu, qui est techniquement déjà en place, mais pas vraiment accessible au grand public encore, mais on a fait un truc qui s'appelle le Neutropédia. C'est un peu en cours de construction, enfin, il y a quelques pages pour l'instant. Le but, c'est vraiment de sortir ça, de faire un site de qualité avec toutes ces sources-là. Et pour Pour moi, il y a l'instant, si pas, vous... pour moi, il y a pas les ressources pour pouvoir garantir Ouais, voilà, c'est une question le de contenu. ressources, les gens. Enfin, on a déjà des projets, on a le PolitiWiki il faut qu'on avance un peu là-dessus aussi. Et pour ça, on a eu du financement, donc c'est pour ça on va mettre la priorité sur les trucs. Bah, on a En fait, été payé pour passer du temps dessus. je Là, je pense le travaille sur la jour, nouvelle chaîne, je ouais. travaille sur ma chaîne Twitch. Enfin, j'ai déjà tellement de projets en cours. Je pense que le truc à faire, c'est de pas plus s'éparpiller sur des nouveaux projets qui peuvent pas être maintenus vu le niveau de ressources qu'on a. Mais oui, dans le futur, c'est prévu qu'on sorte ce truc-là en libre accès et qu'on le maintienne et qu'on mette les Ouais. sources dessus. Après, dès maintenant, si tu veux, dès maintenant, avoir des sources, enfin régulièrement en stream, je monte des études, donc tu les vois à l'écran, tu peux voir. Je mets le lien dans le chat aussi régulièrement des sources que j'utilise. Et tu peux aller voir dans les descriptions de certaines vidéos que j'ai faites. Il y a des vidéos sur les coopératives, il y a les sources dans la description, les vidéos sur... allez voir, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube, vous allez dans la playlist vidéos préparées. La plupart des vidéos préparées, elles sont sourcées dans la description. Donc vous Pour moi, avez il y a ça, quoi. des. Mais bon. C'est bon? Non. Ouais. Je Non. voulais aussi ajouter... Non, vas-y. Pour moi, il y a des prérequis. Il y a quand même des prérequis sur est-ce qu'il y a un assez grand public pour contribuer à un wiki. Et donc ça, c'est cool parce qu'on a un cas de figure où il y a un wiki qui existe et il y a quasiment pas de personnes qui contribuent dessus. Donc on sait déjà que la quantité de personnes ou la mise en avant du wiki n'est pas à niveau. On n'est pas à un stade où
c'est ok, le concept de wiki fonctionne dans cette communauté, tu vois, pour le moment. Ouais, faut faire mieux là-dessus, ouais. Et aussi, on n'est pas à un stade où on peut garantir l'exactitude du contenu qui sera ajouté au wiki. Sur le PolityWiki, il suffit de regarder la source proposée par la personne et c'est instantanément ce qui est sur le PolityWiki. C'est juste des citations de positions politiques d'influenceurs. Il faut Ouais. juste vérifier que ça correspond aux critères d'ajout sur PolityWiki et c'est bon. Sur un concept comme Neutropédia qui serait un wiki d'informations à propos de sujets très controversés. En fait, c'est ça le concept. Hein. Ouais. Parce que les trucs qui sont pas controversés, t'as pas besoin d'informations pour appuyer tes dires. Sur ce type de contenu-là, il faut quand même pas mal une qualité de contenu ajoutée de très haut niveau et il faut un très long moment pour analyser que la donnée ajoutée n'est pas du bullshit parce qu'il y a tellement d'études bullshit qui sortent et qui se contredisent avec d'autres et tout. Donc je Ouais, pense ouais. que et la probabilité qu'il y ait une attaque du wiki est beaucoup plus élevée parce que ça sera des sujets hyper controversés où il suffira à une personne d'arriver et de mettre 18 études hyper limites sur le sujet et après tu dois débattre pendant des heures comme quoi non, c'est pas valide ces études-là qui ont été proposées. Parce que par exemple sur les études trans, il y a 600 études faites sur des groupes Facebook de parents fâchés contre leurs enfants, tu vois. Oh oui. Ah oui, je les connais bien celle-là. Ouais. Et c'est le premier truc que vont faire les fascistes et tout, c'est arriver sur le wiki et rajouter tout ça. Et après, le problème, c'est que si tu les refuses sans prendre le temps de faire la contradiction, ils peuvent juste, en fait, ils s'en foutaient de rajouter ces informations. Ils vont juste dire, regardez, techniquement, j'ai essayé d'ajouter cette étude tout à fait valide et on m'a empêché de la mettre, donc ils sont biaisés pro droit des LGBT, je sais pas quoi. Ouais. Même si on va dire ouvertement oui, on est biaisé pro droit des LGBT, tu vois, ça va dissuader pas mal de gens d'utiliser ça comme ressource. Et ce serait dommage, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et du coup, il faut technique. Moi, je pense que du coup, il y a deux prérequis. Et je croyais que ça viendrait plus vite, hein, parce que c'est une idée qui vient de l'an dernier. Moi, j'ai acheté le domaine l'an dernier, donc je croyais que ça pourrait aller plus vite. Malheureusement, depuis juillet, août dernier, la progression de la neutrosphère est juste devenue nulle, c'est-à-dire que la progression n'accélère pas. Donc les prévisions qui avaient été faites là-dessus pour En se lancer gros, des nouveaux projets et en tout, gros, les gens, ne pour marchent pas. résumer, faites des dons, d'accord? Si vous voulez des nouveaux projets, Non, bah faites des dons, mais aussi parler oui, faites des dons du podcast, et parler de la parlez-en. chaîne de Mulch. Non, mais par Enfin, exemple, si on peut... je pense pas que ça va marcher juste d'avoir des dons du même nombre de viewers tout le temps, tu vois. Ça oui, marche pas sur le long terme. euh, prenons l'exemple du PolityWiki. Encore, allez revoir tout ce qui a été dit dans mes annonces et tout. Enfin, j'ai fait beaucoup de contenu sur le PolityWiki. Le projet, ça a toujours été que ça allait être un truc de la communauté, en gros, la communauté de contenu politique en ligne francophone. Et tout le monde allait considérer ça comme un wiki où les gens pourraient s'informer sur les positions politiques des influenceurs et tout le monde pouvait contribuer. Ça veut dire que si des droitards étaient énervés contre un influenceur de gauche et voulaient lister des positions avec lesquelles ils sont en désaccord pour bien dire « Ah, il a dit ça, 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 elle a dit ça, ça, ça », les gens pourraient faire ça, les centristes pourraient participer. Tout le monde, le but, c'était de faire un wiki participatif où le seul critère, c'est que la qualité d'information soit maximale, qu'on précise exactement ce que les gens ont dit, quand il y a un changement d'avis, un changement de position, que ça soit mis à jour, et que ça soit un truc participatif, et où tout le monde participe, où d'autres influenceurs en discutent pour que les gens soient au courant que ça existe et que c'est un projet en cours. Et on va pas se mentir, la réponse de la communauté au sens large quand j'ai lancé ce projet, ça a été de cracher à la gueule de ce projet. Et sans aucun argument, juste en disant c'est du fichage. Mais je parle aussi d'influenceurs considérés de gauche. Hein. Tous les influenceurs considérés de gauche, à part Tsitsimitl et peut-être une autre personne, ont été anti ce projet-là. Donc, moi, je fais les efforts que je peux faire, etc. Mais après, je pense que si la réception au sein de la communauté Internet avait été différente, le projet aurait pris de l'ampleur plus rapidement et aurait été de meilleure qualité, plus vite, etc. etc.
Après, techniquement, il existe, il est là, le wiki est là, les Ouais. les Du positions coup, pour sont listées revenir, dessus, etc. pour, Je veux pour revenir préciser sur quand même les, pour que les gens se rappellent de ce qui s'est passé avec le projet. ouais. Pour revenir sur les prérequis, Usul s'est pas donc exprimé pour, non, il s'est exprimé contre. pour revenir sur les prérequis, un, avoir que le PolityWiki, soit tu l'arrêtes complètement, soit il fonctionne. Ah bah, de toute C'est façon, un des deux. de toute façon, je l'arrêterai jamais. Bon voilà, donc il faut Il est qu'il en fonctionne, ligne, il est là. faut qu'on ait la preuve que En fait, il techniquement il y a existe, les gens. Enfin, le cahier des charges a été tenu, le site existe, il est en et, ligne. Vous pouvez aller ajouter des trucs. Je sais pas quoi et vous dire là-dessus. deuxième prérequis, il y a un public assez élevé. Un, pour techniquement pouvoir financer toi sur le long terme, et que du coup il y a une personne attitrée qui peut gérer un wiki, Mhm. donc que tu as un salaire, tu vois, ou carrément que tu puisses payer des modos, enfin voilà, Bah oui, je pense à sur ce le long niveau-là terme, sur de le long rémunération. terme, quand on a plus de financement, ce serait de faire une association potentiellement. Et, Ouais. et aussi qu'il y a un assez grand nombre de personnes pour que l'investissement qui soit fait sur ce truc-là, se soit garanti qu'il y ait des gens qui pourront en profiter, tu vois, qu'il y aura la visibilité qui sur ce projet, tu vois. Que ce soit Ouais. pas juste fait dans le vide parce que, en fait, il y a énormément de contenu comme ça. Qui a posé la question? Et 4 c'est ça? Et 4 Ouais. il y a énormément de contenu, il y a énormément de ressources qui sont faites par des personnes de gauche tous les jours qui travaillent Des centaines activement d'heures. Ouais. pendant des heures et des heures et des heures et personne ne le verra jamais parce que c'est sur un forum, un Discord, un machin. Et ils se sont lancés là-dedans sans se demander comment est-ce qu'on fait pour que le plus grand nombre le voit et tout. Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit mis en commun et qu'on va pas juste créer un énorme mur à l'entrée du... C'est aussi ça, hein. Le nombre de Discord avec plein d'informations dedans où ils disent par contre faut absolument pas qu'il y ait des fascistes qui rentrent et du coup tu peux en fait pas rentrer en fait dans ces cercles-là. Ouais. C'est quasiment impossible à part de Gatekeeping. répondre à un questionnaire en 28 questions. Mm. Bref, tout ça pour expliquer que je voyais un chemin dans lequel ça s'ouvrait rapidement. Et en fait, comme tu disais, la réception du PolityWiki et le manque de progression de la neutrosphère fait que pour le moment, c'est pas prévu. Après, manque de Libre à vous progression, faut pas de non laisser. plus exagérer là-dessus. On a passé les 3000 followers cette semaine. On a eu un mois record le mois dernier en termes de vues sur la chaîne Ouais, YouTube. la On a progression des... n'a pas la progression n'a pas progressé. Ok, non, le mec, il parle de la progression pour essayer de doomer. T'es en ordre 2. Si on ne fait pas progresser la progression, techniquement, tu pourras jamais atteindre Oh my aucun des God. objectifs que tu t'es fixé avant la fin de ta vie. Ah. Ok. Bon, bah rendez-nous la semaine prochaine. Non, je rigole. Oh là là. Non, mais c'est... Voilà, c'est... Ok. Dooming. Moi, je sors. Attends. Bref, Je... prochaine question. Prochaine question. Non, je vais ignorer. Prochaine question. Vous dites C'est pas, vouloir... c'est pas une attaque. Est-ce que... Attends, Attends, j'ai pas c'est dit que pas une c'était une attaque. attaque. J'ai pas dit que c'était une Je te attaque. parle premier degré. Mais je te le J'ai dis. pas dit Je que te c'était une dis attaque. les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Ok. Et c'est pour Alors, ça d'ailleurs que tu tentes des nouvelles stratégies. Tu fais la nouvelle chaîne. Là, on teste le podcast. ouais. C'est vrai. Voilà, on essaye de faire avancer les choses. Du coup, j'espère que ça répond à ta question et 4 sur les ressources, la mise en... Après, par exemple, sur l'immigration, souvenez-vous, on a fait un super stream, on a vu un intervenant sur l'immigration qui était membre d'une asso qui avait des informations incroyables, super bien mises en page et tout. Faudrait peut-être que je puisse citer là le nom du truc. Je me souviens plus ce que c'était, mais va revoir un des streams récents. Ça, c'est des super ressources sur l'immigration. Donc ça existe, hein, ça existe déjà, mais on va faire un truc spécifique Neutrosphère quand on pourra. Bref. Prochaine question. Merci pour ta question, Guy. Vous dites vouloir maximiser le bonheur du plus grand nombre. Mais comment vous calculez le bonheur? C'est une moyenne? Faut-il commencer par diminuer le malheur des plus malheureux? Ouais, alors sur ce truc-là, moi je pense que c'est ok d'être vague sur la préconisation de maximiser le bonheur, parce que bien sûr après tu peux rentrer dans un débat de calcul. En fait, on parle d'utilitarisme, on parle d'utilité, d'accord,
en philosophie, c'est ça on rentre dans ce domaine-là de réflexion. Maximiser l'utilité, maximiser le bonheur, mais est-ce que si t'as deux personnes et que ça rend il y a un truc que tu peux faire qui rend heureux une personne de plus 10 points de bonheur, on va dire, mais l'autre personne, ça l'a fait diminuer de 1 point de bonheur, est-ce que c'est une bonne idée de faire ce genre de truc? Et là, tu peux rentrer dans des débats extrêmement chronophages sur des positions éthiques, sur des expériences de pensée, sur des choses comme ça, pour essayer de dire, en fait, ça serait quoi vraiment la maximisation du bonheur? Je pense que c'est pas vraiment nécessaire de rentrer là-dedans. Je pense que on peut rester assez vague sur cette idée-là et dire, en fait, par exemple, les gens sont plus heureux quand ils ont un endroit pour vivre, hein, quand ils ont un toit au-dessus de la tête, quand ils sont pas littéralement à la rue, soumis aux aléas du climat, de la météo, des éléments, bien sûr, ou quand ils ont à manger, tu vois. Vraiment, quand on dit maximiser le bonheur, c'est vraiment des trucs ultra fondamentaux comme ça. Une famine rend les gens malheureux. Tu vas pas me dire, oui, mais si cette partie de la population a une famine, mais ça augmente le confort de cette autre partie. Est-ce que là, du coup, t'as toute ta théorie fondée sur maximiser le bonheur, elle tombe pas en ruine et tout? Enfin, en fait, non, tu vois. Et faut-il commencer par diminuer le malheur des plus malheureux? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a une priorité évidente à diminuer la souffrance. Donc, genre, mettre fin aux guerres, mettre fin aux famines, mettre fin à la grande pauvreté, ça devrait être la top priorité dans cette maximisation du bonheur. Ouais, je suis d'accord. Et bien fait pour tous, toi, tu m'avais dit à un moment, on a vu cette discussion, je me souviens, hein, sur comment expliciter vraiment philosophiquement ce concept de maximiser le bonheur. Et je pense que la conclusion, c'était, bon, on peut juste rester vague. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors déjà, je pense que c'est une manière de dire quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à appréhender. C'est quelque chose qu'on comprend assez bien si on n'y réfléchit pas trop, en fait. Et quand on y réfléchit et déjà, c'est pas quantifiable. Je pense qu'il y a une notion comme quoi, si ton bonheur, il vient du malheur d'autrui, c'est pas comptabilisé dans ce calcul de base. Ouais. C'est-à-dire qu'on va pas prendre en compte qu'il faut faire souffrir certaines personnes pour rendre d'autres heureux. On va pas considérer que ça, c'est valide dans l'établissement de comment rendre les gens plus heureux. Euh, et en partant de là, du coup, tous les gens qui disent oui, mais tu peux pas avoir ça comme maxime moral parce que regarde, c'est trop dur de calculer combien de gens sont heureux et pas heureux. Juste donnez-nous quels sont du coup quel est votre maxime moral du coup. Qu'est-ce que vous préconisez? Parce que en fait, si vous préconisez pas ça, je crois que c'est la moins pire des manières de formuler ça en fait. Et que les personnes qui vont essayer de dire, qui vont essayer d'avoir quelque chose de concret sur lequel se baser, des fois ça tourne un peu au vinaigre, hein, parce que des fois ça les pousse à dire non, mais c'était logique la manière dont j'avais défini le truc hyper précisément. Et du coup, tu vas dire oui, mais ce cas de figure-là, tu fais quoi? Et du coup, ils savent plus quoi faire et c'est ça souvent avec beaucoup de dogmes moraux hyper figés, pas facile à remettre en question, pas facile à. Par exemple, il ne faut pas mentir, il faut jamais mentir, c'est mal de mentir. Il y a des gens qui pensent ça, tu vois. Et pourtant, très rapidement, tu vas te dire ah ouais, non, mais attends, dans ce cas de figure-là, si je mens, il y a toute une population qui meurt parce que si je révèle où est-ce qu'ils sont, il y a quelqu'un de méchant qui va les tuer, tu vois. Ouais. Kant, c'était quand même particulier, hein. Donc il y a des trucs comme ça. Moi, il y a un exemple il y a l'exemple du. Alors il faut que je me rappelle précisément de l'exemple pour pouvoir le donner sans faire d'erreur. Mais oui, Athlétique rentrerait dans ce débat, ouais, c'est vrai. Ça, on pourra en parler avec Athlétique. Lui, peut-être qu'il va avoir un avis plus précis là-dessus. Mais je rappelle vraiment fondamentalement pourquoi est-ce qu'on a cette discussion hein, sur l'axiome maximisons le bonheur. C'est parce qu'en fait, quand vous faites des préconisations politiques de n'importe quel type, on peut vous poser la question, mais pourquoi est-ce que tu veux ça? D'accord, imagine, je dis, en fait, moi, je veux une démocratie pour mon pays, plutôt qu'une monarchie de droit divin. Pourquoi tu veux ça? Ah, parce que je pense que les décisions prises dans une démocratie seront meilleures pour les gens. Pourquoi tu penses ça? Parce que nanana. Et qu'est-ce que tu entends par meilleur par les gens, etc.
Au bout d'un moment, on peut te poser en boucle des questions, des questions, des questions pour essayer que tu justifies pourquoi tu penses, pourquoi tu préconises ce que tu préconises politiquement. Et au bout d'un moment, vous serez obligé de dire parce que ça rend les gens plus heureux, par exemple. Et après, les gens te disent ah mais pourquoi c'est bien que les gens soient heureux. Et là, vous devez vous arrêter au bout d'un moment et vous devez dire bah en fait j'ai posé comme axiome de départ de tout raisonnement éthique le fait que moi mon but c'est maximiser le bonheur des gens. Et vous pouvez avoir d'autres axiomes moraux. Hein. Moi, je vois pas trop quel autre axiome moral tu peux vraiment avoir dans la politique. Hein. Mais au bout d'un moment, en fait, tu vas devoir juste poser un truc comme vrai en disant moi, mon but, c'est ça. Et donc, tout ce que je préconise se base sur cet axiome moral-là. Ce que je considère être bien, c'est maximiser le bonheur. Et tu pourras jamais le justifier. Tu pourras jamais expliquer aux gens. Tu pourras jamais démontrer ou débunker l'axiome, parce que c'est juste un truc qui est posé. Et en fait, tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a ça fondamentalement. Et si quelqu'un dit ah non mais moi ça fonctionne pas comme ça, mon raisonnement politique et tout, vous pouvez juste lui poser en boucle la question, tenter l'exercice, ça peut être marrant. La personne va peut-être plus jamais vous reparler par contre, mais peut-être quitter la pièce. Mais si vous posez en boucle la question comme un enfant de 5 ans, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, normalement vous arrivez au bout d'un moment à un truc injustifiable et donc un axiome doit être posé quoi. Voilà, juste pour expliquer pourquoi parce que nous, en fait, on dit que notre axiome de départ, c'est ça. Il y a d'autres personnes qui parlent de politique qui ne vont jamais sur ce débat-là de pourquoi ils proposent ce qu'ils proposent et qu'est-ce qui motive fondamentalement toutes leurs préconisations politiques. Mais je pense que c'est bien que les gens soient un minimum au courant que rhétoriquement, au bout d'un moment, il te faut un axiome de départ. Sinon, tu peux avoir des débats pendant longtemps avec des gens qui en fait n'ont pas du tout les mêmes objectifs que toi fondamentalement, de maximiser le bonheur de tout le monde et avoir une sorte d'incompréhension où la personne... Il y a des gens qui s'en foutent complètement de ça. Il y a des gens qui peuvent préconiser des choses horribles et vous pourrez pas vous entendre avec elles parce que vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs fondamentaux politiquement, quoi. Mais ça, on peut le mettre en évidence dans une discussion. Vous pouvez prouver que la personne ne veut pas maximiser le bonheur et donc que peut-être c'est pas une bonne idée de suivre ce qu'elle préconise. Ça peut être une bonne stratégie. Mais ouais, c'est important je pense, d'avoir certaines bases dans l'éthique comme ça pour fonder ses arguments sur sur un point de départ. Ouais, donc en vrai, on n'a pas trop répondu à la question, mais c'est parce qu'on peut pas vraiment. Attends, moi je veux répondre sur un point. Ah oui, vas-y, tu vas ajouter un truc, vas-y, attends. Ouais, sur le concept de calculer le bonheur. En fait, t'as pas besoin de calculer le bonheur pour vouloir maximiser le bonheur du plus grand nombre. Si par exemple tu peux montrer qu'une action va faire diminuer le bonheur d'un nombre, juste le fait qu'une action ou un élément diminue le bonheur de plein de gens et n'augmente pas significativement le bonheur de beaucoup de gens, en fait, juste sans savoir en fait au final quel est le résultat du calcul, ça te permet de condamner selon cette maxime morale des actions ou des concepts, tu vois. Donc par exemple, d'interdire l'accès à un magasin à des gens selon leur couleur. Ce concept-là, tous les gens qui vont avoir cette couleur-là vont avoir une vie horrible. Ça va créer une situation dans ta société où il y aura une hiérarchie complètement absurde qui est mise en place. Et du coup, tu peux juste dire, du coup, qui est heureux dans cette situation? Est-ce que ça rend vraiment les gens heureux? Et si tu dis, bah oui, les racistes, là, ils vont être heureux. Là, tu peux répondre facilement. Tu peux dire, attends, mais ils sont heureux du fait que des gens soient exclus. Mais du coup, c'est complètement absurde d'être heureux pour cette raison-là. Ces gens-là pourraient être heureux sans ce truc-là. Et de l'autre côté, tous ces gens-là, tu leur imposes physiquement quelque chose qui va techniquement les rendre leur vie horrible, invivable. Donc en fait, tu peux très rapidement condamner des actions ou des concepts ou tu vois, genre juste des propositions pour la société sans avoir à calculer le bonheur en fait. Hein. Ouais. Juste des fois de demander à l'interlocuteur de lui calculer le bonheur en lui disant mais attends, tu crois que juste que les racistes puissent ne pas accueillir dans leur magasin, c'est mieux que le fait que
qui que tu sois dans le pays, tu puisses aller dans ce magasin. Et si la personne dit oui publiquement, bah écoute, là, tu peux la condamner parce que c'est du racisme qu'elle vient de Ouais, c'est ça. défendre. Non, enfin bref. Mais après, ouais, juste pour être clair là-dessus, donc nous, on dit qu'on ne peut pas calculer, parce que j'ai vu des gens répondre quand on dit il faut maximiser le bonheur, ils disent mais comment tu le calcules et qui essaient de tourner en ridicule ce truc-là. On sait que c'est pas un truc vraiment calculable. Et en plus, même pour, enfin ouais, c'est en plus pour une personne déjà c'est pas calculable. À l'échelle d'une société, enfin si vous rentrez dans ça, vous verrez direct que niveau complexité, par exemple, je sais pas, imagine tu as un débat sur le mix électrique français, tu vois, est-ce qu'on fait du nucléaire ou plutôt du renouvelable? Donc on va parler de l'occupation du sol, on va parler de l'efficacité énergétique, on va parler de l'efficacité en ressources matérielles, l'impact de devoir acheter telle ou telle ressource à un pays étranger où il y a des gens qui bossent dans des conditions horribles dans des mines. On va parler de la stabilité long terme et calculer l'impact de tout ça, de chaque scénario différent sur le bonheur de chaque personne et essayer de faire en sorte... Non, c'est complètement infaisable parce qu'on est sur des niveaux de complexité. De base, c'est abstrait le bonheur et en plus, après, il y a trop de complexité. Donc voilà. Réponse globale, c'est juste pour avoir un axiome de départ à citer. Et il n'y a vraiment pas besoin de rentrer dans des détails de calcul, hein, dans des scénarios pratiques. Il faut être pragmatique un petit peu, d'accord? Ce truc-là, il va arriver. Dans le débat politique, ce truc-là va arriver dans des situations de débat, de rhétorique avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Et vous pouvez le poser, quoi. Ouais, il y a des gens qui prétendent calculer le bonheur entier de la France. Après, il y a eu des propositions, genre au lieu de calculer le PIB, calculer le bonheur national brut ou des choses comme ça. Donc peut-être aller voir de ce côté-là si vous voulez, mais bon, à mon avis, ils vont pas réussir vraiment à le définir. N'hésitez pas à poser une dernière question, les gens, si vous voulez, pour le rendez-nous. Est-ce que tu as compris la dernière question de la semaine dernière? Parce qu'il y a une personne au dernier moment nous a dit attendez, moi je vous laisse une question. Non, j'ai pas du tout compris. Et vu que j'ai pas du tout compris cette question, j'osais pas en parler. Je connais pas du tout la personne citée ni rien, donc. Si Sarah Soldman, c'est une militante de droite, c'est une sorte de libérale, méritocratie, cringe. Sarah Soldman a fait une vidéo tuto sur votre asso, mais je n'y crois pas trop. Les dons pour votre association de découpage de droits tardés est-il réductible d'impôts? Ouais, on va s'épargner l'effort mental d'essayer de déchiffrer ce que tu as voulu dire par cette question, mais J'ai vraiment pas. n'hésitez pas à poser des questions qui ont un sens. En tout cas, merci pour ton don. On va dire que c'est juste un don, d'accord? On va dire que c'est pas une question, c'est juste un Je pense que c'est mieux. un don. La personne voulait défiscaliser, je sais pas. Sinon, ouais. il est pas mal ton petit manteau. Ah, t'as kiffé la doudoune? C'est pas mal. On est d'accord. De tout ce que j'ai testé, les couleurs claires, elles m'allaient vraiment beaucoup mieux que les couleurs foncées. Ouais, puis français. Vert cacadois, c'est pas mal comme couleur de toute façon. C'était pour différencier un peu avec la couleur vert pomme du canapé, tu vois. Pour qu'il y ait différentes teintes de vert et pas que du vert pomme. Non, c'est une belle couleur et tout. En plus, elle était trop pas chère par rapport aux autres. Bon, voilà, écoutez les gens, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, tout le monde. Allez, à la prochaine. Salut.